commençons. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du web et, euh, et, du, de DNS. Pourquoi? Parce que typiquement, avec TCP, on est arrivé au niveau de la couche 4. Et là, on va attaquer donc la couche application qui est au niveau 16. Donc, vous avez pu voir en TP tout ce qui est programmation au travers de l'interface socket qui vous permet d'interagir avec TCP. Il y a également une interface UDP dont on n'a pas parlé. Donc aujourd'hui, on a fait le choix de vous présenter l'application HTTP, qui est tout de même une des plus couramment utilisées, puisque c'est ce protocole-là qui est utilisé par le web. Donc pour expliquer le web, on va devoir introduire les URL, puisque c'est ce qu'on vous demande en tant qu'utilisateur, et c'est ce qui vous permet de vous connecter à un serveur. Donc premièrement, les URL. Bon, le fait qu'effectivement, une autre chose, c'est que la plupart des objets sont organisés dans un document de base qu'on appelle le fichier HTML. Et on va comprendre que le langage HTML vous permet également d'intégrer des objets supplémentaires, des images, qui sont des objets à part entière. Donc, ce que l'on fait lorsqu'on télécharge une page, c'est le document de base plus les objets qui sont éventuellement intégrés dedans, qui n'appartiennent pas à la page, à proprement parler. Et bien évidemment, le protocole HTTP, puisque nous, c'est ce qui nous intéresse dans un court réseau. On va donc inspecter le format des requêtes et des réponses. Vous verrez que c'est un format qui est excessivement simple comparé à ceux qu'on a vus, puisque HTML est ce qu'on appelle un protocole ASCII. Toutes les informations sont codées de manière ASCII. Donc, il n'y a pas véritablement de champ binaire, comme dans les protocoles IP ou TCP. Ici, les valeurs sont données en clair, avec le nom du champ suivi par la valeur, et tout ça codé en ASCII. Ce qui va nous intéresser principalement, c'est de comprendre que définir une application, c'est la concevoir connaissant le fonctionnement de TCP, et HTTP ne fait pas exception. Donc, une grande partie de ce que l'on fait dans HTTP, c'est gérer le fait qu'au niveau TCP, on ait des connexions. Donc, si on doit télécharger plusieurs objets, combien de connexions TCP nous faut-il? Faut-il les garder ouvertes, les fermer, en ouvrir plusieurs en parallèle? Donc, toutes ces questions-là incombent aux développeurs. Et on va voir que HTTP a connu les évolutions de ce point de vue-là. On va rapidement parler des cookies, puisque c'est quelque chose que l'on utilise effectivement très souvent, et c'est la réalité du web. Sans les cookies, eh bien, on n'aurait pas la même expérience en tant qu'utilisateur. Et de plus, on va parler caching, puisque le caching est également une partie très importante des performances du web. Et finalement, en deuxième partie de cours, on va parler de DNS avec toutes les histoires de nommage. Donc, comment est-ce qu'une URL, justement, permet de faire référence à une ressource, d'accord? Et comprendre que les noms sont juste une indirection que l'on fait par rapport aux IP, sachant que vos machines, à la fin, en fin de compte, doivent connaître l'IP. Donc, le nom est uniquement offert à l'utilisateur pour un peu mieux nommer les choses, plus facilement que d'être obligé de connaître les adresses IP. Et on va voir que le DNS a fait référence à plusieurs notions, et notamment le fait que c'est une base de données réparties et distribuées sur plusieurs serveurs, organisées entre eux, selon une structure qui est une structure arborescente. Et finalement, finir par également des histoires de caching, puisque le DNS sans caching aurait des performances totalement nulles. Allons-y. Donc, commençons par le web. Très simple. Donc, à nouveau, le web, c'est grosso modo trois composants principaux. On a les URL qui permettent donc de nommer une ressource. Une ressource, ça peut être également référencé comme étant un objet. On parle d'objet web. Ces objets-là font référence à plusieurs choses, des images, GIF, JPEG, PNG, etc. Mais également les pages que vous téléchargez ou également d'autres types de contenus. Donc, quel que soit le contenu que vous téléchargez, qu'il soit intégré dans une page ou pas, puisque vos navigateurs peuvent restituer aussi bien une page HTML qu'une image brute, d'accord? Eh bien, il faut pouvoir les nommer. Et pour les nommer, donc, on a un format qui est le format URL, où au début, je donne la méthode, d'accord, pour accéder à cette ressource, sachant qu'il existe d'autres méthodes, genre HTTPS, mais également d'autres protocoles de type FTP que votre navigateur peut supporter, même si le FTP ne fait pas partie du web. Mais vos navigateurs peuvent comprendre plusieurs protocoles. Donc, il faut toujours préciser, pour le navigateur, si vous faites du web, ce sera HTTP ou HTTPS, d'accord? Sachant que dans HTTPS, même si on ne va pas parler de la couche TLS ici, il y a une couche qui permet de faire de la sécurité et donc d'encrypter les informations qui s'intercalent entre la couche application et TCP. Donc la méthode suivie du nom ici du serveur, d'accord? Donc c'est le host,
c'est ce qui va permettre de connaître l'IP, suivi du chemin qui permet donc d'accéder à la ressource au niveau du, euh, du, euh, au niveau du serveur. Oui, c'est exactement ça, James, mais là, on n'aura pas le temps d'en parler. Vous le verrez en master pour ceux qui font réseau. Donc ça, c'est le nommage, qui est excessivement important, qui a son propre format, et on va y revenir aussi quand on va parler de DNS, mais notamment pour ce qui est du nom du serveur. Mais ici, pour ce qui est des ressources, on rajoute un chemin absolu, d'accord. À partir de la ressource, d'accord, accessible sur le serveur, eh bien, on peut parcourir cette arborescence et accéder à un fichier qui peut être situé à une profondeur plus ou moins profonde de votre arborescence. Ensuite, on a quoi? On a le langage HTML. Et le langage HTML, comme l'indique son nom, hein, on utilise des markups ou des balises. Donc, c'est un langage qui est excessivement simple, d'accord, qui vous permet de préciser dans votre page des informations textuelles avec, si vous avez un CSS, des formats un peu spécifiques, des fonts, des couleurs, etc. Donc, ça, c'est les informations textuelles. Mais également, ça vous permet de préciser, d'ajouter des éléments multimédia, incorporer des images, mais ces images, à nouveau, ne font pas partie généralement de la page. Ce sont des objets à part qu'il faut télécharger pour compléter la page. Donc, toute la difficulté ici est de savoir, une fois que j'ai la page, quels sont les objets manquants et les télécharger au fur et à mesure. D'accord? Donc, je ne peux pas télécharger une page d'un coup. Je télécharge le texte, la structure du document, et après, j'ai plein de téléchargements en parallèle qui vous permettent donc d'obtenir les objets inclus dans cette page. Bon, il y a aussi une particularité qui fait qu'on appelle ça du hypertext, c'est le fait qu'on a des liens, ce qu'on appelle des hyperliens, qui vous permettent de donc pointer sur d'autres sources, d'autres pages. Et c'est cette structure qui donne la forme en étoile du web, puisqu'une même page peut pointer vers plusieurs objets autres situés sur d'autres serveurs. Vous voyez, donc il y a vraiment une espèce de, de maillage, d'accord, qui rappelle donc une toile d'araignée, d'où le fait qu'on ait appelé ça le web. Et typiquement, ce langage, c'est celui que comprend votre navigateur et qui vous permet donc d'afficher, de restituer une page selon les balises que vous avez mises dans votre page. D'accord? Donc, en plus de ce document de base, il y a plein d'autres documents, hein, comme le CSS par exemple, qui est le fichier style, d'accord, qui est un document, comment dire, à part, mais qu'il faut télécharger pour pouvoir interpréter comment la page doit être restituée. Et en plus de tout ça, donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est le protocole HTTP, c'est-à-dire que pour télécharger ces éléments, donc ça veut dire quoi? Une page codée en HTML située à une URL que l'on précise, eh bien, pour télécharger, on va utiliser le protocole ici HTTP, d'accord, qui lui aussi est un Hypertext Transfer Protocol, et donc qui se situe au niveau 7 et qui implique deux programmes, d'accord, client-serveur. Côté client, j'ai le navigateur. Côté serveur, j'ai un serveur web qui héberge donc un certain nombre d'objets. Et le but de HTML, de HTTP, c'est d'aller télécharger ces différents objets. D'accord? Objets qui vont atterrir dans votre navigateur et être affichés selon leur format. Donc ici, c'est un protocole qui est excessivement simple, voire même, comment dire, très simpliste, puisque c'est un protocole qui fonctionne une requête, un objet. Donc si votre page a plusieurs objets, il faut plusieurs requêtes. Donc ça, c'est une première chose. Et on va voir que c'est un protocole qui est non connecté, c'est-à-dire que j'ai aucun état. Donc, ce qui complexifie les choses. Allons-y. Donc, du point de vue HTML, désolé, ici, comment dire, l'animation est dans un sens un peu bizarre, mais peu importe. Donc, une page web, comme j'ai expliqué, et c'est ça l'information principale pour nous, ce qui va nous gêner tout au long du cours et qu'on va devoir traiter, c'est le fait qu'une page web est composée de plusieurs objets. La page web étant un objet à part entière. Donc, j'ai un objet qui est le document de base, le fichier HTML, d'accord, la structure, le squelette. Et au travers de certaines balises que j'utilise, eh bien, par exemple, lorsque je veux intégrer une image, je vais utiliser la balise IMG pour préciser où est cette image. Elle peut être tout à fait en local sur le même serveur, mais elle peut être également hébergée sur un autre serveur. Donc, vous voyez qu'ici, lorsque je regarde ma page, selon le nombre d'objets et selon leur localisation, il va me falloir plusieurs connexions TCP vers des serveurs différents peut-être. Vous comprenez toute la complexité qu'il y a derrière au niveau transport. Donc en tout cas, pour référencer une image, on a donc il y a plusieurs formats, bon peu importe, hein, on a l'URL. Alors je suis désolé, ici c'est n'importe quoi, c'est totalement, c'est pas les bons caractères. Donc là, à nouveau, ce que l'on a, alors si je me trompe pas, l'URL, c'est ce qu'on a ici, d'accord.
L'URI, je vais le corriger sur les transparents finaux. Peut-être que dans le PDF, vous le voyez mieux, mais là, ça a été fait n'importe comment. Donc attention, l'URL à nouveau, excusez-moi, c'est ça. Ensuite, on a l'URN ici, d'accord. Et l'URI, c'est ce qui permet de rajouter ici un pointeur dans la page en elle-même. Donc ici, vous avez peut-être déjà vu ce genre de dièse. Le dièse permet de rajouter une espèce de point spécifique dans la page qui vous permet de sauter au milieu de la page. D'accord? Donc ça va former l'URI. L'URN, c'est ce qui arrive sans forcément l'utilisation de la méthode. Et l'URL, elle, rajoute la méthode. Peu importe. Bon, ça, c'est juste parce que vous pouvez lire dans la littérature, on donne plusieurs noms. En tout cas, nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'URL. C'est ce que j'ai mis dans la boîte ici en rouge. D'accord? Donc, on vire ça. Et là, j'ai mon URL avec la méthode, le nom du serveur, plus le chemin d'accès pour l'objet que je référence. D'accord? Donc, HTTP, lui, donc, je ne rentre pas dans les détails de HTML puisque vous avez vu, c'est des balises et vous avez certainement eu d'autres cours qui en parlent. Donc, nous, dans HTTP, donc, c'est un protocole au niveau 7. Il existe plusieurs versions, sachant qu'aujourd'hui, on est même sur la version 2.0 que vous verrez en master. Donc, certains navigateurs comme Chrome utilisent directement, donc, c'est directement la version 2.0. D'accord? Nous, on va se contenter de voir la version 1.1 qui est la version la plus courante aujourd'hui, hors Chrome, sachant que précédemment, on avait la version 1.0. Et on va essayer de comprendre les différences et pourquoi elles ont évolué. Mais en tout cas, c'est une application qui a été conçue selon un modèle client-serveur, c'est-à-dire que deux navigateurs entre eux ne peuvent pas se connecter et ne peuvent pas communiquer. Je passe systématiquement par un serveur web. Et donc, au niveau client, j'ai quoi? J'ai les navigateurs. Donc, ça peut être sur un mobile ou sur votre machine. Et ce qui vous permet donc de récupérer des objets en envoyant une requête. D'accord? Alors, je sais pas pourquoi là c'est dans le désordre, mais une requête HTTP et à laquelle donc je réponds par un objet. Donc une requête, un objet. Je ne peux pas demander plusieurs objets à la fois. D'accord? L'autre information, c'est que c'est un mode non connecté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'état. C'est-à-dire qu'une fois que vous envoyez la requête, votre navigateur oublie avoir envoyé la requête. C'est-à-dire que si je ne reçois pas l'objet, votre navigateur ne va rien y faire. Donc Dieu merci, c'est pour cela qu'on utilise au niveau transport la couche TCP, le protocole TCP, pour fiabiliser l'envoi des objets. Parce qu'au niveau HTTP, j'ai aucun moyen, d'accord, de prévenir les erreurs, les données reçues en désordre, etc., etc. D'accord. Donc comme j'ai dit, aujourd'hui on a la version 2 qui elle introduit des états et en mode connecté, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, c'est au programme du master. Une autre chose qui est importante, et on le verra tout à l'heure, notez-le, c'est le fait que c'est un protocole ASCII. C'est-à-dire que toutes les données dans l'entête sont données au format ASCII. D'accord? Donc, un échange web, c'est simple. Donc, on vous demande dans votre navigateur en tant que client de soumettre une URL. D'accord? Cette URL va solliciter dans un premier temps DNS avec une fonction bien connue qui est le getRoseByName. Donc, connaissant le nom, il me faut connaître l'IP. C'est un serveur DNS qui va répondre à ça. On le verra en deuxième partie de cours. Vous obtenez l'adresse IP. Une fois que vous avez l'adresse IP, eh bien, vous pouvez compléter l'entête IP de votre requête, plus le numéro de port, puisque automatiquement, votre navigateur, si vous tapez HTTP comme méthode, il sait que c'est le port 80. Et si vous deviez préciser un port différent, c'est à vous manuellement de le mettre à la fin de votre URL. Mais tant que vous ne précisez pas un numéro de port à la suite de l'URL que vous avez saisi, eh bien, le navigateur va passer à TCP l'information 80. OK. Donc, ça, c'est côté serveur, sachant que côté source, le numéro de port, généralement, est une valeur qui est choisie aléatoirement et qui est éphémère pour la durée de la connexion TCP. Et au niveau adresse IP source, c'est l'adresse IP qui a été donnée par DHCP, à moins qu'elle soit configurée manuellement sur votre machine. Et typiquement, ce que je vais encapsuler ici, dans cette connexion TCP que j'établis vers le port 80 du serveur, connaissant l'adresse IP qui m'a été donnée par le DNS, eh bien, j'envoie une requête HTTP. Une requête HTTP, généralement, c'est une requête qui commence par une méthode, qui peut être la méthode GET. Il existe d'autres méthodes, on va en parler rapidement, comme des posts, mais le plus fréquemment, on a des GET, suivi de la ressource que je recherche, la version que j'utilise, plus la machine qui héberge la ressource que je recherche. D'accord? Donc, relativement simple. Suite à cette requête, je reçois un objet qui est ici la page HTML.
qui me permet donc dès lors d'afficher l'information, l'objet que j'ai demandé. Et suite à cet objet, si c'était un document de base, eh bien, il va peut-être me falloir aller réclamer les objets supplémentaires que j'ai trouvés dans la page au travers de balises de type URL, image ou autre, qui me permet donc de compléter les trous dans cette page. D'accord? Puisque le premier objet, c'est, comme on l'a dit, des informations textuelles pures. Donc, regardons maintenant le format de ces fameuses requêtes, puisque à tout protocole, on doit associer donc le format des messages. Et le format du message, ici, on va distinguer le cas des requêtes et des réponses. Donc, on commence par les requêtes. Et comme on voit, la structure, elle est un peu bizarre, parce que vous voyez qu'ici, la longueur est variable. Vous voyez? Donc, chaque ligne, c'est pas comme dans IP où c'est aligné sur 4 octets, ou TCP aligné sur 4 octets. Ici, j'ai pas véritablement de longueur prédéterminée. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Tout simplement parce qu'on l'a dit, c'est un protocole ASCII. Donc, ça veut dire que toutes les informations ici vont être données sous la forme du code ASCII correspondant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai la méthode get, je ne vais pas aller chercher un code spécial, ou si c'est la valeur 0,1, c'est un get, par exemple. Non, je ne fais pas ça. Je vais directement coder ça en ASCII. Donc, je vais aller chercher les codes binaires de chacun de ces caractères, G majuscule, E majuscule, T majuscule, et c'est ce que je vais donner dans l'entête. Vous voyez, c'est très archaïque. Et c'est comme ça qu'HTTP a été conçu. Donc, en tout cas, ce que j'ai toujours une première ligne qui est obligatoire, qui est ce qu'on appelle la ligne de requête, et suivie d'un certain nombre, un nombre variable, de ce qu'on appelle des lignes d'entête. Bon, une ligne de requête, qui, elle, est formatée, suivie d'un certain nombre de lignes d'entête. Ce qu'on peut voir, c'est que chaque ligne est séparée, même si c'est à la suite, mais ce qui sépare les lignes les unes des autres, c'est la présence de ces deux caractères. Et si vous regardez dans votre table ASCII, d'accord, le caractère 0D, 0A, ça correspond à un retour chariot suivi d'un saut de ligne. Donc, ça veut dire quoi? C'est comme si ici, on dit, allez, il faut passer à la ligne et commencer par une nouvelle ligne. D'accord? Donc, ces deux caractères permettent de noter la fin d'une ligne. D'accord? Et ensuite, ce qu'on va voir, c'est que dans la ligne d'entête, cette ligne d'entête, ici, commence toujours par le nom du champ, séparé par un espace, suivi par la valeur de ce champ. Donc ici, ce n'est pas la position du champ qui me donne le type du champ, mais je vais préciser spécifiquement quel est le nom du champ. Donc c'est comme si dans IP, au lieu de savoir que je commence par un champ version, je vais écrire en toute lettres version égale la valeur. Eh bien, c'est ce qu'on fait ici. Sauf que ce qu'on va faire, c'est mettre le nom du champ, un espace, et la valeur, toujours en binaire, associée à ce champ. D'accord? Donc, tout à l'heure, je vais le détailler. Et ensuite, spécifiquement à la requête, donc je termine l'entête et les lignes d'entête avec 2 retours chariots et une nouvelle ligne, suivi par le corps de la requête, qui peut être vide ou plein. Quand c'est un get, c'est vide. Quand c'est un post, comme l'indique la commande post, qu'est-ce qu'on fait quand on poste? Ça veut dire qu'on envoie des valeurs. Donc typiquement, lorsque vous, par exemple, vous cherchez des mots-clés sur Google et que j'utilise un post, ça veut dire que les mots-clés que j'ai mis dans le formulaire et qui sont inclus dans la requête que j'envoie, je peux les préciser dans le corps de la requête. Donc, je vais spécifier les mots qui ont été saisis dans un formulaire qui correspond à la requête que j'envoie à mon navigateur, que mon navigateur envoie. D'accord? Ça peut être le cas ici. On va voir qu'il y a d'autres façons de le faire, même avec un get, mais le corps de la requête serait utilisé pour notamment les posts ou, par exemple, lorsque vous voulez faire un upload, lorsque vous voulez uploader une image sur Facebook, vous allez utiliser une méthode associée qui vous permet donc d'envoyer dans le corps de la requête soit les mots-clés, soit l'image que vous voulez uploader. On va rentrer dans le détail de tout ça, mais j'espère que tout le monde comprend ici que typiquement une requête à nouveau, d'accord, c'est typiquement une ligne de requête obligatoire plus un certain nombre de lignes d'entête où je vais préciser les choses. D'accord? Chaque caractère est sur un octet. Non, en ASCII, il me semble, si je me trompe pas, oui, c'est ça. Oui, excuse-moi. En ASCII, ouais, les codes, ce sera l'octet correspondant dans le code ASCII. Très bien, Dan. Ouais. Donc, regardez ici. Donc là, j'ai détaillé. Donc ici, à nouveau, j'ai quoi? J'ai
euh, ma ligne de requête plus les lignes d'entête. Et la première ligne, c'est toujours une méthode. Et à nouveau, hein, ça peut être get, ça peut être post. On va en voir un certain nombre. D'accord? Donc ça, c'est la méthode, suivie d'un espace. Ensuite, j'ai quoi? J'ai l'URL. Alors attention, l'URL, c'est pas forcément, je ne mets pas forcément le nom de l'hôte. L'hôte arrivera sur une ligne supplémentaire. Un espace plus la version. Donc là, ça peut être http 2.1/1. D'accord? Alors, je ne sais pas s'il y a le 2 points, je ne me rappelle plus, peut-être que je me trompe. Non, c'est slash, bon, peu importe, vous verrez. Et ensuite, donc, je passe à chaque champ qui vont occuper une ligne. Et là, je peux avoir vraiment un très grand nombre de champs. Et c'est variable. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des navigateurs commencent à ajouter un nombre de champs assez hallucinant. Ce qui veut dire que même une requête, ça peut être plusieurs centaines de kilooctets, voire des mégaoctets. D'accord? Bon, les choses se complexifient. D'accord? Donc voilà, donc on le voit bien ici, donc un espace qui sépare le nom du champ suivi de sa valeur. Rien de spécial, hein. Et comme vous voyez, hein, est-ce que j'ai besoin de faire ça dans IP? Non. Dans IP, je n'ai pas besoin de spécifier le nom du champ puisque la position me dit quel est le champ. Donc il me suffit de donner la valeur. Et la valeur n'est pas donnée en ASCII. Parce que par exemple, quand j'ai le champ protocole en IP et que je veux donner la valeur TCP, je vais mettre 0,6. Ben, ici, si je devais le faire dans HTTP, je ne mets pas 0,6, mais je vais coder les 3 caractères TCP en ASCII. Bon, c'est comme ça qu'ils ont fait dans HTTP. Je vous rappelle que HTTP n'a pas été conçu par un informaticien. Donc, quelque part, bon, voilà, il n'était pas forcément au voie et au fait de comment on peut coder les choses avec un protocole binaire. OK? Donc, voilà, donc ligne de requête, etc. Bon, très bien. Alors, ici, un exemple, hein, parce que sans exemple, je pense qu'on ne va pas aller loin. Et peut-être qu'après, vous pouvez poser vos questions. Donc là, ce que j'ai fait à nouveau, comment on appelle ce truc là, ici, là, la première colonne, on appelle ça comment maintenant? Vous avez tous compris? Voilà, le fameux offset, parce que j'ai reçu des milliards de questions concernant l'offset, mais c'est l'offset, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que j'ai combien d'octets par ligne? J'en ai mis combien là? Des octets, voilà, 16, on est d'accord? Ok? Bon, peu importe. Petite parenthèse humoristique, même si je sais que vous êtes en plein dedans, la tête dans le guidon, mais vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, ici, je vous ai mis la requête que j'envoie si je devais télécharger ma page web, d'accord, au labo. Et si je prélève dans Wireshark la trace, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Bon, bah, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on a les différents séparateurs dont on a parlé. On a les 20 pour les espaces, plus les fins de ligne, d'accord, ici, qui vous montrent que on passe à la ligne suivante. Et là, vous voyez que, oh, j'en ai 2 d'affilée, ce qui veut dire que qu'est-ce qu'on peut dire du corps de la requête? Le corps de la requête, est-ce qu'il y a quelque chose à la suite? Là, il n'y a rien. Donc, ça veut dire que l'accord de la requête est vide. D'accord? Bon. Donc, est-ce que c'est normal? Ici, là, si vous décodez ça, s'il vous plaît, c'est la méthode que l'on trouve en première, toujours. Et donc là, ça correspond à quoi comme caractère ASCII? Ben, si vous regardez vos tableaux en ligne, vous allez voir que c'est un GET. Donc, ça correspond bien à un GET. Donc, est-ce que ça fait du sens que ici ce soit vide? Oui. D'accord? Donc, voilà. Donc, à part ça, donc, comme vous le voyez, donc ici, sachant que ça s'arrête là avec le premier espace, donc ça, c'est ma ligne d'entête. Alors, je ne sais plus comment j'ai appelé ça. C'est, je ne sais pas en français comment on dit. C'est quoi déjà la première ligne? C'est ligne requête, c'est ça? Donc là, j'ai ma ligne requête. Et après, j'ai les lignes d'entête. D'accord? Et encore, je ne les ai pas tous mis, vous voyez, parce que c'est vraiment énorme. OK? Donc, allons-y. Donc, une fois que j'ai ça, d'accord? Donc là, j'ai mes différents. Ah, mais merde, j'en avais un ici avant. Il n'avait pas été surligné. Désolé. Donc, allons-y. Donc, maintenant, regardons si je décode les choses. Donc, vous avez vu, l'animation était jolie, hein. J'espère que vous allez faire des beaux transparents pour votre projet, hein. Donc, ici, je retrouve à nouveau mes différents séparateurs. Alors, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi ils s'affichent en plusieurs fois. Et si on commence à décoder, eh bien, on voit bien, hein, là, j'ai juste fait la conversion ASCII. Rien de plus simple. Donc, vous avez vos codes ASCII. Dans Python, vous pouvez très bien utiliser une méthode qui vous donne le caractère suivant. Eh bien, on voit que c'est un get. Après le get, j'ai quoi? Ben, j'ai le chemin absolu qui me permet de joindre la ressource que j'ai précisé dans mon navigateur. Après, j'ai quoi? Ben, j'ai la version, comme on nous a dit, hein. Vous voyez que je m'étais trompé tout à l'heure. C'est pas 2 points, c'est un slash 1.1.
Et après, j'ai quoi? Eh bien, ça, c'était ma ligne d'en-tête, ligne de requête. Et après, j'ai quoi? Eh bien, comme vous le voyez, pour chacun des champs, là, j'ai un champ qui s'appelle host, deux points, avec la valeur. OK? Qu'est-ce que j'ai après? Après, j'aurai de manière similaire, ici, j'ai un autre champ avec la valeur. Ici, j'ai un autre champ d'en-tête. Ouh là là, putain, celui-ci est énorme. Alors, je sais pas ce que c'est, il va falloir le décoder plus tard. Et voilà. Donc, vous voyez? Donc, comment ça se décode HTTP? Donc, c'est relativement simple. Donc, chacune d'entre elles ont une raison. On va essayer de voir ça tout à l'heure. En tout cas, là, je poursuis avec le décodage. Et donc, à nouveau, comme j'ai dit, alors je pense que la ligne de requête, je suis allé trop loin. Est-ce que je suis allé trop loin? Bah oui, parce que ici, vous voyez que j'ai sauté cette valeur-là. Oups, alors là, ça allait trop vite. Bon, peu importe. Vous voyez, je pense qu'ici, ma flèche était pas bonne, puisque là, ça doit notifier la fin de la ligne de requête. Donc ici, je pense que il va falloir que vous corrigiez, parce que j'ai changé la taille de mes caractères, donc ça se termine ici. D'accord? Et là, ça commence ici. Voilà. Bon, pas plus compliqué. Donc, comme on voit, on a plusieurs champs avec différentes valeurs. Bon, les champs, à nouveau, on a haute. Alors, si j'arrive à écrire, ce serait mieux. Haute. On a quoi d'autre? On a qu'est-ce qu'il advient de la connexion, etc., etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis dans un même schéma après. Et vous voyez le détail maintenant du décodage. Mais alors, avant, je fais la méthode. Donc, on a quoi? On a le get dont on a parlé. On a le post dont on a parlé aussi. Donc, le get, c'est lorsque je précise une URL sans qu'il y ait un corps. D'accord? Donc, je récupère un objet. Le post, c'est quand je vais préciser les valeurs que j'ai saisies dans un formulaire de type moteur de recherche. Ce que je peux faire pareil dans le get, mais ce que je peux faire avec les valeurs, c'est les ajouter à la fin de mon URL. Donc, parfois, lorsque vous regardez les URL que vous envoyez, vous pouvez mettre les mots, les valeurs du formulaire, non pas dans le contenu de la requête, mais directement à la suite dans l'URL. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Donc, le get, c'est pas forcément qu'il n'y a pas des valeurs qui sont passées au serveur, parce que ces valeurs vont figurer dans l'URL. Ensuite, j'ai quoi? Bon, head ici, bon, c'est pas forcément très utile ici, c'est pour obtenir une réponse sans obtenir l'objet. Bon, ça, c'est plus pour des tests, on dira ou d'autres choses. Mais le plus intéressant, c'est le put. Le put, ça permet de faire quoi? Ça permet d'envoyer un objet, donc de uploader un objet vers le serveur. D'accord? À l'emplacement précisé dans l'URL. Et au même titre que je peux faire un put, je peux retirer. Donc, vous voyez, bon, il y a plusieurs méthodes, vous pouvez les voir en ligne. Mais en tout cas, les principales, c'est le get, le post, le put et le delete. Donc, le put et le delete, c'est ce qui vous permet de mettre des photos sur Internet, par exemple. D'accord? OK. Donc là, ben voilà, j'ai résumé grosso modo ce qui se passe au niveau requête. Donc là, j'ai ma ligne de requête. Donc le get, l'URL plus la version, suivi ici d'un certain nombre de champs, host, user agent. Vous voyez que le host, ça me permet de spécifier le nom du serveur. User agent, c'est mon navigateur. La connexion, ça permet de dire au niveau TCP, OK, une fois que tu as envoyé la requête, faut-il que la connexion TCP reste fermée de mon côté ou faut-il que je la ferme? Ben là, si je fais un close, ça veut dire quoi? Je demande à TCP d'envoyer un fin juste après ma requête. Et comme on l'a dit dans TCP, envoyer un fin, ça ne veut pas dire que je refuse de recevoir des données. Je notifie que je n'ai plus d'autres données à envoyer. On est d'accord avec ça? Donc ça, c'est le fin côté client. Ensuite, j'ai quoi? J'ai les formats des objets que j'accepte et le langage configuré dans mon navigateur. Et à nouveau, ça, c'est très peu de champs comparé à ce qu'il peut y avoir en réalité. Donc, je vous invite à faire des tests sur votre machine pour aller voir tous les champs qu'il peut y avoir. Ensuite, en réponse à cela, j'ai quoi? J'ai bien évidemment le serveur qui me répond. Alors, on va spécifier ce que l'on a dans une réponse, mais on voit assez simplement qu'ici, c'est la version qui a été utilisée pour répondre. Un numéro de statut plus le nom qui va avec. Donc, quand je reçois 200 et OK, ça veut dire que, OK, là, on te renvoie l'objet que tu as demandé. Est-ce que vous avez des exemples d'autres codes qui peuvent éventuellement s'afficher à ce moment-là? Est-ce que vous avez, eh oui, Shems l'a donné là. Ouais, 500 aussi, mais 404, c'est vrai, ça c'est fatal. 404. Et quel est le mot? Le mot-clé généralement qui est associé avec 404? Au lieu de OK, j'ai quoi? Not found. Exactement. Donc là, ça veut dire qu'attention, l'objet qu'on demande n'a pas pu être trouvé à l'URL précisée. Bon, mais là,
c'est OK. Bon, on verra un certain nombre d'autres codes. Là aussi, on nous dit quoi? On nous dit que la connexion TCP a été fermée côté serveur. D'accord? Ouais, vous avez des super exemples. Superbe. En tout cas, là, ce que je veux dire, là, c'est que ça, c'est le fin du serveur. Donc, le serveur, à son tour, a fermé la connexion TCP. D'accord? Ensuite, j'ai quoi? J'ai la date à laquelle la requête a été traitée. Donc, je suis désolé, c'est pas vraiment à jour, hein. Ouais, alors c'est bizarre parce que c'est pas vraiment très cohérent. Ouais, j'ai oublié de modifier les dates, peu importe. Le serveur qui m'a répondu, ici c'est un serveur Apache. La date de dernière modification de l'objet. Donc oui, je suis d'accord avec toi, avec vous. Ici, la date elle est complètement bidon. J'aurais dû la mettre à jour. Et donc ici, j'ai quoi? J'ai la date à laquelle l'objet a été modifié. Pourquoi il est important de préciser ce genre d'information d'après vous? Pourquoi j'ai besoin de savoir quelle est l'ancienneté de l'objet qu'on me renvoie? Pour le cache, effectivement, Camille. Donc, on verra ça tout à l'heure. C'est assez important pour gérer les copies cachées. La longueur du contenu, hein, de l'objet dans le message HTTP, plus le type du contenu, qui est ici, hein, une page HTML. Ok, donc voilà, donc très simple. Donc là, je vous ai mis les commentaires, hein, vous pouvez les lire dans l'animation. Hein. Bon, ça, je vais peut-être nettoyer avant. Voilà, donc hein, à nouveau, j'ai quoi? J'ai la ligne de code, la ligne de requête, pardon. Ensuite, j'ai un certain nombre de champs. Donc là, ça veut dire que je demande à TCP de fermer la connexion euh, après l'envoi de la requête plutôt. Ici, bon, la fin de la requête, à nouveau la ligne de réponse avec les données. Et dans la ligne de réponse, j'ai quoi? J'ai la version, le code statut, le code et le statut de la réponse. Très bien. Et ensuite, un certain nombre d'informations. Donc, pour les réponses, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, au même titre, on a quoi? On a la ligne de réponse. Et là, j'ai la version de HTTP qui a été utilisée. J'ai quoi? J'ai le code statut plus le message. Donc, c'est là où je vais trouver, par exemple, 200 et OK. Et ensuite, un certain nombre de champs que l'on a vu dans le transparent précédent. D'accord? Ou, par exemple, est-ce que la connexion a été fermée, blablabla, etc. D'accord? Et à nouveau, hein, comme on l'a dit, la longueur ici dépend, d'accord, du champ considéré. Mais en tout cas, elle n'est pas prévisible. Donc, je ne connais la longueur qu'à condition de trouver l'espace suivant, ou le retour chariot et le link feed. OK? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, concernant les codes statut, donc on l'a dit, hein, on a le code 200 OK, d'accord, qui est plutôt assez intéressant puisque ça indique que l'objet a été trouvé et qu'il est contenu dans la réponse que je reçois. On peut aussi avoir le fait que l'objet a changé d'emplacement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous donne l'URL du nouvel emplacement. Donc ça évite qu'il y ait un échec. On a aussi le 400 qui indique que la requête n'a pas pu être comprise. Pourquoi? Parce que, par exemple, il y a une erreur de syntaxe, donc il y a un champ que je n'ai pas compris. Donc, on peut recevoir un 400. 404, c'est la requête a été comprise, mais à l'URL demandée, je ne trouve pas d'objet. Donc, dans ce cas-là, je laisse tomber. La version n'est pas supportée, mais en tout cas, il y en a tout un tas hein, que je vous laisse regarder. Mais en tout cas, vous comprenez que ça se décode non pas en ayant un tableau, vous regardez directement la réponse et vous décodez en ASCII, d'accord, le message. C'est tout. Donc, vous voyez, HTTP, il n'y a vraiment pas de complexité pour votre projet. Donc, une information importante, c'est le caching. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, hein, lorsque vous téléchargez des objets sur Internet, plus de 50% des objets que vous téléchargez proviennent d'un cache. C'est-à-dire que la plupart du temps, les objets que vous téléchargez ne sont pas récupérés depuis le serveur d'origine. D'accord. Tout ça parce que sinon, les performances de HTTP seraient extrêmement mauvaises. Et ces performances sont liées à quoi? Elles sont pas tant liées au nombre de requêtes, si, hein, en conséquence, mais elles sont liées à la taille des objets. Comme les objets peuvent être très volumineux, d'accord, une image, ça peut être plusieurs mégas, ou des vidéos ou autres, ça fait que le serveur passe énormément de temps à nous envoyer les objets. Et une autre chose dont je ne vous ai pas parlé peut-être dans TCP, c'est la chose suivante. C'est que si je regarde les performances que j'ai entre un client et serveur, d'accord, le problème de TCP, c'est quoi? C'est que plus le RTT augmente, plus le débit diminue. Et ça diminue de manière exponentielle. C'est-à-dire que plus vous êtes loin, plus, vous voyez, votre débit va être terrible. Donc là, c'est le RTT et ici, c'est mon débit. Donc vous comprenez que
pour aller plus vite, il faut être très près. Pour être très près, qu'est-ce que je veux rajouter ici au lieu d'aller vers le serveur qui est là? Qu'est-ce que je rajoute pour me rapprocher? Ben, je rajoute un cache. Donc, c'est la raison du cache. Pourquoi? Parce que TCP a des performances extrêmement mauvaises plus le RTT augmente. Et attention, vous avez vu que là, ça décroît de manière exponentielle. Donc, comme on n'a pas le choix, vu les performances de TCP, ben, qu'est-ce qu'on fait? On rapproche les contenus au plus près des clients au travers de l'utilisation d'un cache. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans HTTP, sans cache, ça fonctionnerait très mal. Donc, le cache, c'est pas forcément compliant avec le principe de bout en bout, mais on n'a pas forcément le choix. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est que connaissant la date de modification de l'objet qui nous a été donnée dans le premier objet que j'ai reçu, si j'ai une nouvelle requête pour un objet que j'ai déjà téléchargé dans le passé, il va falloir m'assurer que, est-ce que si l'objet que je l'ai, sachant que du caching, j'en fais également au niveau de mon navigateur plus le cache de mon ISP ou de l'université ou de mon entreprise, d'accord? Au plus près, ça veut dire ça, hein. C'est-à-dire que Free ou votre FAI met un cache à la sortie de son réseau, mais également, ça peut être fait dans les entreprises ou même à Sorbonne. D'accord? Donc, à la sortie du réseau, pour éviter d'envoyer de trop nombreuses requêtes, eh bien, on peut retenir un certain nombre de requêtes en les traitant grâce à l'utilisation d'un cache. D'accord? Donc, ça veut dire que dans toute requête, si j'ai déjà un objet que j'ai reçu par le passé, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer la requête au serveur, indépendamment du cache, uniquement dans le but de lui demander que j'ai déjà une version de cet objet, mais j'aurais voulu savoir si depuis l'objet a changé. Donc, vous voyez qu'ici, ce que je cherche à réduire, c'est pas tant le nombre de requêtes, puisque les requêtes vont atteindre le serveur. On est d'accord? Mais c'est d'éviter que les gros objets soient obligés d'être envoyés par le serveur. Parce que si je les envoie par le serveur, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et c'est pas tant en raison du nombre de requêtes, mais c'est dû à la position du serveur qui est trop long. Donc, c'est pour ça que le fait de vérifier si c'est à jour, c'est pas très coûteux, c'est assez rapide, ça prend un RTT et me dire que ça n'a pas changé, c'est un petit message. Et là, le cache, que ce soit celui que j'ai au niveau du navigateur ou celui que mon FAI me donne, peut me répondre avec l'objet. Mais il faut s'assurer avant si l'objet a été modifié. Donc, je précise ici la date de l'objet que j'ai reçu. D'accord? Et de cette façon-là, donc ça permet d'économiser des ressources, mais également d'obtenir l'objet plus rapidement. Et donc, suite à cette requête, je reçois une réponse qui peut être soit not modified. Le serveur me dit, ben, ça va, l'objet est identique. Et dans ce cas-là, je peux me baser sur le cache, ou je vais recevoir l'objet mis à jour. Donc, deux cas de figure. D'accord? Donc là, c'est du 304, ici, c'est du 200. Le serveur a dû m'envoyer la nouvelle version de l'objet puisqu'il a changé entre-temps. Alors, on peut également utiliser pas seulement les dates avec le if modified, on peut aussi utiliser un champ itag. Donc, ce qu'on fait avec le champ itag, c'est plutôt que se baser sur une datation, on va avoir une empreinte numérique, c'est-à-dire un hash. On va avoir une valeur sur 64 bits ou 128 bits, par exemple, qui correspond au hash de l'objet. Et donc, si le hash n'est pas le même que celui du serveur, c'est-à-dire que l'objet a changé. Donc, on peut le faire soit par datation, soit par l'utilisation d'un hash, qu'on appelle aussi en français empreinte numérique. D'accord? Tout le monde connaît les hashes. Vous les avez vus dans d'autres cours quand même, non? Les fonctions de hachage, genre MD5, SHA-1 et tout ça. Vous connaissez? Vous avez déjà été exposé à ça? Non? Ouais, Heinem l'a déjà vu. Ouais, c'est ça. Ouais, on utilise ces fonctions-là puisque ça me donne des petites empreintes, des genres de signatures. Mathilde, il suffit de comprendre que c'est une espèce de digest, d'accord? Tu digères le contenu sous la forme d'une petite empreinte, une série de bits qui est unique vu un objet. Donc, si l'objet a changé, son empreinte change et il suffit de comparer la valeur de l'empreinte. C'est ce qu'on appelle le e-tag. D'accord? OK. Donc, maintenant, passons vraiment à quelque chose de beaucoup plus intéressant pour nous. Donc, le caching, je vais en reparler à la fin. Mais ce qui est important pour nous, c'est de comprendre comment HTTP interagit avec TCP. Et ça, c'est toute la nouveauté de HTTP là. Et c'est là où vous allez comprendre qu'en tant que développeur,
Si vous ne comprenez pas le fonctionnement de TCP, vous allez écrire une application qui n'est pas performante. Et dans HTTP, justement, on a fait ces erreurs dans le passé, d'où les nouvelles versions qu'on a introduites. Donc l'interaction HTTP, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sachant que pour envoyer une requête, il faut établir une connexion, ça veut dire que si mon navigateur souhaite envoyer une requête HTTP, il faut qu'au préalable, mon navigateur établisse une connexion TCP. Un peu lorsque dans votre programme Python, vous faites un connect. Avant d'envoyer, il faut faire un connect. Le connect, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau TCP, j'ai une connexion TCP établie. Et lorsque je fais un accept au niveau serveur, c'est que je prends connaissance de cette connexion. D'accord? Pour que votre connect aboutisse, il faut que votre serveur ait fait un listen. Une fois qu'il fait un listen et qu'il reçoit votre connect, la connexion TCP est établie. Et au niveau serveur, je vais faire un accept pour prendre connaissance de la connexion TCP déjà établie. Donc, c'est pas parce que je fais un accept que je dis OK, j'ai bien envie et j'ai envie que TCP établisse. Non, TCP gère de son côté. Après ça, donc bien évidemment, donc déjà ça donne un premier RTT, un premier aller-retour. Ouais, déjà j'attends là. Hein. Déjà j'attends. Ensuite, je peux envoyer ma requête HTTP et obtenir la donnée que j'ai demandée. Parce qu'on a dit une requête, un objet. D'accord? Et suite à ça, je peux éventuellement soit terminer ma connexion, et comme j'ai déjà expliqué, mais là je l'ai mis pour clarté, est-ce que le fin, il est obligé, côté client, est-ce qu'il est obligatoirement situé après les données ou je peux faire mon fin avant? Alors si c'est je peux le faire avant, mettez-moi un pouce. Si c'est après, applaudissez. Bah oui, je peux le faire immédiatement après avoir envoyé ma requête. Là, je peux faire mon fin. Puisque si j'ai une seule requête, j'envoie ma requête, point. D'accord? Donc attention, hein, le fin, il n'est pas forcément à la fin. Et au même titre, donc ça veut dire qu'ici, je peux avoir le fin du serveur. D'accord? Après avoir envoyé les données. Donc en tout cas, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que chaque requête est gérée de manière atomique. Donc là, c'est simple. Une requête, une connexion TCP. Mais on l'a dit, une page HTML, c'est plusieurs objets. Mais que quoi qu'il advienne, il faut attendre un RTT avant même qu'HTTP puisse envoyer sa requête. Vous voyez, déjà, il y a du retard là, dans l'histoire. Est-ce que quelqu'un peut me dire si avant ce signe, il y a aussi un autre temps qu'il faut que j'attende là? Est-ce que avant d'envoyer mon premier signe, est-ce qu'il y a autre chose que je dois faire au préalable ou pas? Alors, mettez-moi le mot-clé dans le chat pour ceux qui arrivent à voir qu'est-ce qu'il faut faire au préalable. Exactement. Très bonne réponse de Ryan et de Candice. Il faut que je fasse le DNS parce qu'il faut que je connaisse l'IP du serveur. Donc, vous comprenez le temps que ça prend avant même de pouvoir envoyer votre requête HTTP. Il faut, connaître l'IP du serveur, DNS, ça prend du temps, plus faire ma connexion TCP parce que j'ai besoin de TCP. Donc, j'ai besoin de 2 protocoles avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Vous imaginez, donc les performances du web s'écroulent. Hein. Bon, peu importe. Donc à nouveau, comme on l'a dit, donc une page web est composée de plusieurs objets, et ça c'est très grave. Donc c'est le document de base, certes, le fichier HTML, mais pas seulement, parce que ce fichier peut contenir des images, peut être accompagné d'un fichier CSS, et toute page web de nos jours a un fichier CSS qui peut être énorme. Est-ce que vous avez déjà codé un CSS pour votre page HTML? Est-ce que quelqu'un, oui, vous voyez, donc ça peut devenir très gros, hein. Quand vous voyez les CSS, d'accord? Exactement, ouais, on peut faire des choses de folie. Donc aujourd'hui, il est intéressant, si vous voulez voir, il y a des sites web qui référencent l'augmentation de la taille des pages web avec le temps. On remarque qu'aujourd'hui, une page, ça peut être énorme. D'accord? Alors si on parle de Facebook, alors là, c'est plusieurs centaines de mégaoctets de pages. Donc, sachant qu'on a plusieurs objets, ça n'empêche que HTTP, ça continue à fonctionner de manière basique. Chaque objet, il faut les demander un par un. D'accord? Voilà, exactement. Donc, il faut demander les objets un par un. D'accord? Je commence par le document de base, donc mon fichier HTML. Et ensuite, mon navigateur, parce qu'il va aller scrap, comme on dit, il va aller inspecter le fichier de base, aller chercher si d'autres objets sont référencés. Pour chaque objet référencé, il faut que j'envoie une requête. Et voilà. Et donc, ici, rappelez-vous, HTTP ne fonctionne pas en mode connecté, et c'est TCP qui lui offre la connexion. Donc, ma question est la suivante, jeunes gens. C'est, si j'ai plusieurs objets,
Est-ce que je dois ouvrir une connexion TCP ou plusieurs connexions TCP par objet? Allons-y. Donc, si vous dites une, mettez un pouce. Si c'est plusieurs, une par objet, applaudissez. Donc, une pour tous les objets, plusieurs par connexion. Une, d'accord. Donc, j'ai déjà un. Bon, vous n'êtes pas très inspiré là. Bon, je vois que la plupart, en tout cas la majorité, pensent, et je vois pas le deuxième écran. Désolé pour ceux qui sont sur le deuxième écran, comme il y a du monde aujourd'hui. Alors, on va voir. Donc, ça se discute, mais il faut comprendre, d'accord? Il y a vraiment une raison derrière tout cela. Et c'est ça qui est important. Donc, combien de connexions TCP? D'accord? Et on va voir qu'on a deux modes. On a ce qu'on appelle le mode non persistant. Ça veut dire que la connexion TCP ferme une fois que chaque objet est reçu. Donc, il faut que je ouvre une nouvelle connexion pour chaque objet. Donc, quand vous avez mis le pouce, c'est-à-dire plusieurs connexions TCP, c'est ce qu'on appelle le mode non persistant. Et on a le mode persistant où une seule connexion TCP va être gardée dans le temps, va être maintenue dans le temps pour s'assurer que tous les objets puissent être reçus dans la même connexion TCP. Quand on est en mode persistant, on va avoir une deuxième question. Et la deuxième question est de savoir, sachant que lorsque j'ai reçu ma première page, je connais les objets. Est-ce que je vais les demander tous d'un coup ou les uns après les autres? Vous comprenez? Donc, grosso modo, connexion TCP, toutes les requêtes et tous les objets reçus, ou une requête, un objet, une requête, un objet. D'après vous, alors, est-ce que c'est tout d'un coup, mettez un pouce, une après l'autre, mettez un applaudissement. Donc là, c'est pouce, et là, c'est clap. Allez-y. J'ai l'impression de faire DJ. Allez, on lève les mains dans le ciel et tout. Donc, je vois du clap. Ouais, ah, là, c'est partagé, là. Ah, non. Ouais, c'est toujours partagé. C'est toujours partagé. Ouais. Écoutez, juste parce que vous avez les PDF sous les yeux, il me semble, j'ai envie que vous regardiez une chose. Quand on reçoit la réponse, est-ce que dans l'entête de la réponse, je sais quel objet je reçois? Regardez, allez, quelques transparents, regardez l'entête des réponses. Est-ce que dans la réponse, on me précise quel est l'objet que je reçois dans l'entête? Oui ou non? Alors, si c'est oui, mettez un pouce. Si c'est applaudir, applaudissez s'il n'y a pas de référence à l'objet. Est-ce que dans l'entête, il y a une information concernant l'objet? Donc, Ryan, ça veut dire qu'il n'y en a pas, c'est ça? Je me rappelle plus ce que j'ai dit, du coup, il faudrait que je le note aussi. Est-ce qu'il y a une référence à l'objet? Donc, Ryan dit non, je pense. Qu'est-ce que disent les autres? Est-ce que c'est non avec un pouce ou est-ce que vous voyez une référence à l'objet dans l'entête? Oui, tu vois? Bah, attendez, on va y retourner ensemble parce que ça, c'est une information importante. Donc, ici, là, quand je regarde l'entête, on voit rien, hein. On voit le type, on voit la date, on voit la taille, mais je vois pas le nom ici. Est-ce qu'il a été répercuté ici? Est-ce qu'on voit quelque part le nom de l'objet? Est-ce que vous le voyez? Ben non. Donc ça, c'est très important. D'accord? Donc rappelez-vous de ça parce que ça a une conséquence assez grave. Donc, regardez ce que ça donne pour le mode de fonctionnement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le mode non persistant, à savoir plusieurs connexions TCP, c'était le mode de la version 1.0. Et que depuis, avec la version 1.1, on est passé sur un mode persistant. Ça veut dire quoi? C'est lorsqu'on est en mode non persistant, ça veut dire qu'on va ouvrir combien de connexions par, vous voyez ici, j'ai 3 objets. Et comme vous le voyez, j'ai TCP1, TCP2, TCP3. Et comme je fais des signes à chaque fois, c'est que j'ai ouvert 3 connexions TCP, chacune pour chaque objet. D'accord? En mode non persistant, à nouveau, on a 2 modes. On a le mode sans pipelining, ça veut dire qu'on ne parallélise pas. C'est-à-dire qu'ici, on envoie un get et on envoie le suivant à condition d'avoir reçu l'objet précédent. Donc, je reste bloqué. Avec pipelining, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'envoie tous mes gets et je reçois les objets. Alors, déjà, le pipelining, quel est le problème avec ça? Est-ce que vous arrivez à avoir un problème dans cette conception? Ou il n'y a pas de problème? Alors, s'il y a un problème, mettez un pouce. S'il n'y a pas de problème, applaudissez. Est-ce qu'il y a un problème avec le pipelining ou pas? Donc, il n'y en a pas pour François, c'est ça? C'est ce que j'ai dit?
Bah, écoutez, ce qu'on a dit, hein, rappelez-vous, c'est que les objets ne sont pas nommés. Donc, ça veut dire que si vous envoyez un get 1 et un get 2, et que le serveur, lui, il envoie ça dans le désordre, comment je sais où mettre l'objet au bon endroit? Si le serveur, par exemple, parce qu'il est mal conçu, parce que il traite pas les get dans le mode, ben oui, mais boubou, pour numéroter, il faut avoir une connexion. On a dit dans HTTP, il n'y a pas de connexion. Donc du coup, si on reçoit les objets dans le désordre, est-ce qu'on est capable de les mettre au bon endroit? Est-ce que c'est possible? Dites-moi. Et si c'est possible, mettez un pouce. Si c'est pas possible, applaudissez. Sachant qu'il n'y a pas de nom dans les requêtes. Dans les réponses, il n'y a pas de nom. Donc c'est pas possible. Donc vous comprenez pourquoi ça, on a tendance à pas le faire? Parce qu'on fait pas confiance au serveur. Parce que côté serveur, rien ne nous dit que les objets sont envoyés dans le bon ordre. D'accord? Et effectivement, on pourrait numéroter, mais HTTP est sans état. Donc même si je numérote, j'ai aucun moyen de savoir, OK, après le 2, c'est le 3, mais est-ce que c'était bien le 2 que j'ai reçu avant? Je n'ai pas de mémoire, donc je ne sais pas quels sont les objets. Donc vous comprenez que a priori, this is a winner. C'est sans pipelining et avec un mode persistant. C'est le mode le plus populaire. Donc on a expliqué pourquoi le pipelining, on l'évite. La plupart des navigateurs ne le font pas. Alors, ce qu'on doit expliquer, c'est pourquoi est-ce qu'on fait du persistant plutôt que du non persistant. Alors, c'est assez complexe, mais on va essayer de le comprendre assez simplement. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, et pour voir si vous avez compris les deux modes, d'accord, ma première question est la suivante. Donc, disons que vous avez une page avec 3 images, d'accord, 3 images à la suite. Ma question est la suivante. Alors, vous avez déjà vu que vos navigateurs peuvent soit afficher les images une après les autres, donc j'attends la première avant d'afficher la deuxième, ou je peux avoir les 3 images qui s'affichent simultanément. Donc, lorsque les images s'affichent une après l'autre, quel est le mode de fonctionnement qui permet ça? Allez, dans le chat, s'il vous plaît. Donc, quel est le mode qui permet uniquement l'affichage des images l'une après les autres? Non persistant ou persistant? Alors, je vois qu'il y a les deux. Bon, on va faire simple. OK, donc là, vous avez répondu, donc le persistant. Et quand les images s'affichent en parallèle, c'est quel est le mode lorsque les images s'affichent en parallèle au fur et à mesure? Vous avez progressivement, elles s'affichent toutes ensemble. Alors non. Regardez pourquoi. Parce qu'à vrai dire, j'ai triché un peu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a le mode non persistant, les 3 connexions TCP, vous voyez qu'une fois que j'ai reçu mon fichier HTML, le client, il sait qu'il y a 3 images, 3 pics. Et donc, ça veut dire que si je sais à présent qu'il y a 3 pics, rien ne m'empêche d'ouvrir, puisque les connexions TCP sont indépendantes, 3 connexions TCP en parallèle. Donc là, j'ai TCP1, TCP2 et TCP3. Et sachant que mon OS est normalement un OS qui est multitâche, ça veut dire que au fur et à mesure, mon navigateur va venir piocher des octets dans chacune des connexions en parallèle pour les afficher dans le navigateur. Donc, le seul mode qui permette d'afficher les images en parallèle, c'est le mode non persistant. Lorsque je suis en persistant, rappelez-vous, j'ai une seule connexion TCP. Donc, les octets ne peuvent pas s'entrelacer. J'envoie ma première image, ma deuxième image et ma troisième image. Point. Il y a pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est que le seul entrelacement possible, c'est si j'ai plusieurs connexions TCP. Mais si j'ai un seul numéro de port sur lequel je reçois une suite d'octets, bah, les images sont reçues de manière séquentielle. Je ne vais pas commencer à entrelacer les octets, sinon je ne peux plus séparer les images entre elles. Vous comprenez? C'est OK pour tout le monde? Non, c'est pas forcément possible, Marthe. Donc c'est une bonne question, sachant que la plupart des aspirateurs web, vous savez, il y a une espèce d'accélérateur web que vous pouvez rajouter, et tentent de faire du non persistant. Mais aujourd'hui, la plupart des serveurs vont vous bloquer. Donc, si vous essayez d'ouvrir plusieurs connexions TCP parallèlement, la plupart des serveurs, au bout de la 6e connexion TCP, ils vous virent. Donc, vous pouvez le faire dans la limite de 5 de son navigateur, un certain nombre de connexions, mais aujourd'hui, les serveurs vont flaguer votre IP. Donc, vous pouvez vous amuser à le faire, mais le serveur va vous bloquer.
D'accord? Donc, à nouveau, en mode non persistant, donc plusieurs connexions TCP concurrentes. D'accord? Alors, François, je vais expliquer juste tout à l'heure. Donc, le problème, c'est qu'effectivement, comme le dit François, effectivement, ça crée beaucoup de connexions TCP. Qui dit connexion TCP dit qu'il y a des TCB. Et plus il y a de TCB, plus ça va occuper de la mémoire. D'accord? Eh bien, dans ce cas-là, ça va trop surcharger le serveur. D'accord? D'autre part, et là, je vais essayer d'expliquer ça, il y a un problème d'équité. D'accord? Donc, de nos jours, ce qu'on fait, c'est du mode persistant, à savoir que on va gérer, on va éviter plusieurs connexions. Et il y a des limites en dur qui sont mises dans votre navigateur. Donc, par exemple, Chrome, jusqu'à très récemment, c'était 6 connexions TCP. Donc, même si vous ouvrez, par exemple, plusieurs tabs ou plusieurs fenêtres et que vous vous connectez vers le même serveur, bah, vous ne pourrez jamais en avoir plus que cela. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaye de maintenir le but de faire du persistant, c'est de garder une connexion la plus longue possible. Alors pourquoi? Si vous regardez une connexion TCP et vous regardez son débit, eh bien plus la connexion est longue, plus le débit va augmenter. Donc ça veut dire que si vous faites des toutes petites connexions TCP, ben, vous voyez que finalement vous allez avoir un débit de merde. Et c'est uniquement lorsque vous allez augmenter la durée de votre connexion que là, votre débit va atteindre une valeur acceptable. Donc, il y a deux façons de faire. Donc, soit je peux dire que bah, c'est pas grave, si j'ai un débit de merde, je vais ouvrir plusieurs connexions de façon à cumuler plusieurs débits dans plusieurs connexions TCP. Sauf que ça surcharge les serveurs. Donc, aujourd'hui, l'approche, c'est plutôt que de combiner plusieurs connexions TCP pour augmenter le débit que j'ai, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenir aussi longue possible ma connexion TCP de façon à ce que le débit augmente. D'accord? Donc, c'est ça le but du persistant. OK? Sachant que, rappelez-vous, si vous avez plusieurs clients qui traversent un même chemin vers un même serveur, et qu'ici, j'ai un débit D, chaque connexion va recevoir un débit qui est équitable, D sur 3. Donc, l'idée de faire du non persistant, c'est de se dire, ben, plus j'ouvre des connexions TCP, plus je vais obtenir de bandes passantes. Mais je vais le faire au détriment des autres connexions. Donc, pour être équitable vis-à-vis de tout le monde, on préfère que tout le monde utilise une connexion TCP, qu'il la maintienne aussi longtemps que possible ouverte, de façon à ce que le TCP, le débit de TCP augmente. On est d'accord? Donc voilà le but. Alors, et comme j'ai déjà dit, hein, en finale, on ne fait pas de pipelining, puisqu'à nouveau, rien ne nous assure que les serveurs web répondent dans l'ordre. D'accord? Et bien évidemment, ça pose un problème. C'est du coup, si mon navigateur demande les objets dans un ordre où je commence par le plus gros objet, ben, ça va bloquer toute la page. Tout ça parce que j'ai commencé par demander le plus gros problème, le plus gros objet, et ça pose ce qu'on appelle un problème bien connu en informatique, qui est le head of the line problem. Ça veut dire que j'attends ce premier objet avant de pouvoir recevoir le reste. Et ça, c'est lié donc au fait qu'on fasse les requêtes de manière séquentielle. D'accord? Donc, je sais que c'est beaucoup d'informations, mais la seule chose dont il faut que vous vous rappeliez, c'est qu'une connexion TCP, plus elle est longue dans le temps, plus le débit augmente. Et pour éviter de surcharger les serveurs, ben, une, c'est mieux que plusieurs, puisque ça crée trop d'états et que dans ce cas-là, les serveurs deviennent surchargés. Donc, je préfère, un, limiter le nombre de connexions TCP, et si leur débit est pas suffisamment acceptable, ben, autant la maintenir le plus longtemps possible pour que le débit augmente. D'accord? On est OK avec ce résumé? Allons-y. Parlons un peu des cookies. Donc, à nouveau, hein, HTTP a été créé sans état, et les cookies vont être introduits de façon à ce que on utilise NART, on utilise plus souvent le GET. D'accord? Donc ici, les cookies, ça permet d'identifier les clients. D'accord? Donc ça veut dire que si votre navigateur est amené à contacter un serveur web à plusieurs reprises, eh bien le cookie, ça permet d'incorporer de la mémoire au niveau du serveur pour se rappeler de votre visite dans le passé. D'accord? Donc les cookies, c'est des états persistants que je crée dans une base de données au niveau du serveur et qui permet
de maintenir une entrée pour chaque client lorsqu'il se connecte. Donc, pour gérer les cookies, il y a plusieurs choses. Il y a le fait qu'on a un nouveau champ d'entête, qui est le champ cookie, que je vais intégrer aussi bien dans les réponses que dans les requêtes. Et le fait que je reçoive une première requête, c'est ce qui va créer donc une entrée dans ma base de données avec un identifiant qui pointe vers un fichier cookie. Dans ce fichier-là, je vais répertorier un tas d'informations concernant le client. Okay, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à un instant donné, je me connecte pour la première fois à un serveur, d'accord? Pour la première fois, eh bien, le serveur va me renvoyer dans sa réponse la valeur d'un cookie bien unique que mon navigateur, en recevant, va maintenir dans ses mémoires concernant ce serveur. Ce qui fait que le coup d'après, lorsque je me reconnecte au même serveur, sachant qu'à présent, si j'ai autorisé mon navigateur à accepter les cookies, c'est que ma requête, à présent, va contenir ce fameux identifiant qui a été installé par le passé. Donc, comme vous voyez, les cookies, libre à vous de les utiliser. Donc, vous pouvez tout à fait refuser les cookies et donc envoyer les requêtes par la suite où vous n'êtes pas identifié. Mais bien évidemment, aujourd'hui, les cookies, ça peut aider à plusieurs choses. D'accord? Ça améliore l'expérience de l'utilisateur, que ce soit par exemple en gardant les informations concernant l'authentification, donc ça vous évite de vous reconnecter et de remettre votre password en permanence. Donc les cookies, ça peut aider à ça. Donc ça maintient votre session live tant que vous utilisez la même machine avec le même navigateur. Donc c'est une facilité d'utilisation que certains utilisateurs apprécient. Le fait que, par exemple, les informations que vous aviez mises, par exemple, dans votre panier d'achat, vous ne les perdez pas. D'accord? Lorsque vous vous reconnectez sur le site de Auchan ou Carrefour ou Amazon, vous avez toujours votre panier avec les objets que vous aviez rajoutés dans le passé. Pourquoi? Parce que le cookie de votre requête indique au serveur d'aller récupérer l'historique de ce que vous aviez fait dans le passé. Pas plus compliqué que ça. Ça permet également, au travers du passé, de vous faire des suggestions ou de concevoir la page de façon à ce qu'elle soit adaptée à l'historique de vos navigations sur ces serveurs. D'accord? Et d'autre part, ça peut maintenir un certain nombre d'informations sur les sessions. Par exemple, lorsque vous aviez paramétré votre Gmail pour qu'il soit en bleu ou en vert ou avec une image de fond d'écran, le serveur vous renvoie une page, d'accord, qui correspond à ces paramètres grâce au cookie. D'accord? Boubou, ça dépend si tu avais envoyé dans le passé ou pas. Donc le navigateur aussi peut maintenir des informations comme ça. Donc ça dépend. Alors si je regarde le cookie, donc à nouveau comme j'ai dit, lorsque je me connecte vers un serveur, vers un serveur ici qui est Amazon, d'accord. Si c'est votre première visite, c'est-à-dire que la requête ne contient pas de cookie, eh bien ce que va faire le serveur va créer une entrée dans la base de données et vous attribuer un identifiant unique. Et dans la réponse, il va demander à votre navigateur de bloquer ce numéro de façon à ce que dans le passé, si jamais vous retournez sur Amazon, eh bien, la requête suivante que vous envoyez, eh bien, vous entrez, vous rajoutez le champ cookie. C'est comme ça que ça marche. Et donc, même une semaine plus tard ou un mois plus tard, eh bien, vous êtes réidentifié grâce aux informations qu'il y a dans la base de données. D'accord? Donc, libre à vous de rejeter cette valeur-là, de façon à ce que par la suite, vous n'envoyez pas le cookie. Donc, c'est à vous de le faire. Aujourd'hui, le principal problème des cookies, c'est que plusieurs sociétés utilisent les cookies de façon à ce que vous, en tant qu'utilisateur, soyez traqué sur plusieurs sites à la fois. Et c'est la combinaison de ces informations connectées un peu partout qui fait que globalement, on peut avoir des informations assez précises sur vous. Et c'est ce qui pose problème aujourd'hui sur les cookies. D'accord? Voilà, Kenza, c'est comme ça. Mais à la fois, il y a plusieurs services qui sont gratuits parce que c'est en échange des données. Donc, il faut savoir quel est le modèle qu'on veut. OK, parlons de caching maintenant. Donc, les caches, ce sont des proxys. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui va s'intercaler au milieu entre le client et le serveur. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un proxy, qui peut être transparent ou configuré dans votre navigateur. Donc, par exemple, le proxy que vous avez à lui faire, la PPTI, il est configuré en dur. Mais parfois, il peut être transparent, donc ça veut dire que votre requête est interceptée par le proxy à la sortie du réseau et redirigée vers un cache. Donc, c'est ce qui se passe la plupart du temps à la PPTI. Donc,
on intercale le proxy. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que le navigateur envoie les requêtes que le proxy reçoit. Et donc, par exemple, lorsque vous êtes à la PPTI, le fait qu'il y ait le proxy, ben, normalement, c'est pas votre client qui fait la requête DNS, mais c'est le proxy. Puisque vous, tout ce que vous dites au proxy, c'est j'ai besoin de me connecter vers telle URL pour tel objet. Donc le proxy vérifie s'il a l'objet. Si lui a besoin de se connecter au serveur, dans ce cas-là, il va faire une requête DNS. Mais a priori, s'il y a un proxy, comme il y a la PPTI, eh bien, vous n'avez pas besoin de faire un DNS. Donc ça, il peut être, donc comme j'ai dit, manuellement configuré, d'accord, pour le navigateur, ou il est transparent. Et dans ce cas-là, s'il est transparent, ben, le client doit fonctionner en temps normal et faire sa propre requête DNS. Donc, si l'objet est présent au niveau du proxy, dans ce cas-là, il faut tout de même le valider. Et c'est pour ça que j'envoie une requête au serveur pour être sûr que l'objet est toujours récent. D'accord? Il est suffisamment frais. Et donc, c'est là où la requête peut me renvoyer soit un 200 OK, soit un 304 pour dire qu'il n'a pas été modifié. D'accord? Donc, c'est comme ça que marche le caching. Alors, le cache est donc quelque chose qui agit aussi bien en tant que client que serveur. Donc, ça, c'est important de le voir. Hein. Et que il envoie au serveur la requête du client et il agit en tant que serveur parce qu'il renvoie l'objet si jamais la copie est contenue au niveau du cache. D'accord. Donc la plupart du temps, ils sont installés par les ISP, mais aussi par les universités ou les entreprises. D'accord. Je les intercale à la sortie de mon réseau. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est lorsqu'ils sont côté client. En master, vous allez voir qu'on a ce qu'on appelle les CDN, avec des sociétés qui sont très connues sur Internet et très riches, qu'on appelle Akamai, Limelight, Cloudflare, et tout ça, c'est ce qu'on appelle les CDN. Donc là, c'est des caches, mais qui sont maintenus côté serveur et non pas côté client. Donc les deux sont possibles. Donc soit, en tant que client, je mets en place un cache, et je peux également avoir des caches côté serveur. Donc là, c'est plutôt les CDN, et là, c'est plutôt les caches de mes ISP. Les deux architectures sont possibles. Le détail des CDN, on va en parler plus tard. C'est pas vraiment un reverse proxy, non, Marc, c'est un peu différent. Alors, pourquoi on fait du caching? À nouveau, c'est la réduction du temps. Et la réduction du temps, d'accord, elle est liée au fait que le RTT, d'accord, est inversement proportionnel avec le débit. Ça, c'est du ATCP. Et donc, rapprocher le cache ici est très intéressant. Donc, à la fois, ça permet donc de réduire le débit sur le lien de sortie, parce qu'il coûte de l'argent, d'accord. Et comme je l'ai dit, hein, le RTT est inversement proportionnel. Alors, juste une question rapide. Donc, comme on voit, le cache peut être côté client, mais il peut aussi être côté serveur. Alors, moi, ma question est la suivante. Est-ce que pour un serveur, est-ce que le fait de faire du caching ici au niveau client, c'est positif? Si vous aviez un serveur web, par exemple, et que pour améliorer les satisfactions de votre client, le réseau du client met en place un cache. Est-ce que vous, en tant que serveur, vous êtes satisfait de cette solution ou pas? Alors, si c'est oui, mettez-moi un pouce. Si c'est non, applaudissez. Donc, je répète. Donc, vous hébergez du contenu et voilà. Côté client, on va installer un cache de façon à améliorer les performances et donc le client soit plus satisfait de recevoir l'objet le plus rapidement possible. Alors, le problème, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez des caches et que les caches, leur but, c'est de faire quoi? C'est a priori d'intercepter les requêtes des clients. On est d'accord? Donc, ça veut dire que typiquement, ces requêtes ne sont pas vues du serveur. La seule information que les serveurs aient, c'est les informations qui concernent les caches. Mais est-ce que le serveur, lui, arrive à voir les clients? Il ne les voit pas. Et d'après vous, pour un serveur, pour quelqu'un qui héberge du contenu, est-ce qu'il est important de connaître le détail des clients? Est-ce qu'il est important de pouvoir faire des mesures sur les clients, leurs connexions, leurs demandes, etc. Est-ce que d'après vous, pour le serveur, c'est quelque chose qui est pertinent comme information? Ah oui, c'est extrêmement pertinent. Donc c'est pour cela que plutôt que faire du caching, ici, les serveurs préfèrent mettre leur propre cache ici. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les CDN, c'est des architectures à l'échelle mondiale. Ils vous offrent du cache partout dans le monde. Et c'est vous qui gérez ces caches. D'accord? Donc Redis, ça peut être quelque chose qui est intéressant pour, un,
d'emplacement. Mais là, les CDN, c'est au niveau mondial. Donc, on vous donne accès à un ensemble de caches situés partout dans le monde, d'accord? Et vous êtes au courant de ce qui se passe au niveau des caches, puisque vous avez accès aux caches et vous pouvez répertorier les objets demandés ou les clients qui ont demandé, d'accord? Bon, donc le caching, on a déjà parlé, c'est du get conditionnel, d'accord? Mais on a dit également qu'à part la date, on peut aussi avoir le e-tag, d'accord? Alors e-tag, c'est avec un E majuscule, désolé, e-tag, d'accord? Les deux sont possibles. Mais en tout cas, voilà, comme on l'a dit, hein, soit on demande l'objet qui n'a pas été modifié, et dans ce cas-là, on reçoit une indication simple qui n'a pas été modifiée. Ok, si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer au DNS rapidement pour la fin du cours. Donc j'attends vos questions si vous en avez. Des questions? Ou sinon, mettez-moi un pouce si je continue avec le DNS. Oh, mais là, tu transgresses. Donc, je vais juste prendre les questions. Je les prendrai plus tard, tes questions qui sont très pertinentes. Mais là, on va rester sur HTTP et de façon à finir DNS. Allons-y sur le DNS. Donc, à nouveau, vous le savez, puisqu'en tant qu'utilisateur, maintenant, vous avez vu qu'on a les IP d'un côté et on a les noms de l'autre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on utilise des noms, d'accord, tels que des URL, qu'il n'y a pas d'adresse IP. Non. Les noms, ce sont des valeurs mnémotechniques qui sont mises à la disposition des utilisateurs, d'accord, pour qui il est plus simple de saisir le nom d'un serveur plutôt que l'adresse IP. Donc, la longueur est généralement variable, d'accord, donc c'est des caractères alphanumériques de longueur variable, et qui donnent plus ou moins des informations sur où est situé le serveur. D'accord, si c'est un .fr, ça veut dire que le serveur est en France. Et encore, c'est pour ça que ce n'est pas forcément une information de localisation très précise. Au niveau IP, donc, chaque nom correspond à une IP, et on va voir qu'un nom, ça peut être plusieurs IP, au même titre que plusieurs IP peuvent être un nom. Faites attention à ça. C'est donc des adresses, des valeurs binaires, d'accord, donc numériques, que les routeurs vont gérer, donc c'est ce que va gérer la couche IP. On a 32 bits pour IPv4 et 128 pour IPv6. Et que typiquement, ça donne une information de localisation puisque généralement, l'IP est associé au réseau auquel vous vous connectez. Donc, dans les deux cas de figure ici, le nom introduit une indirection, c'est-à-dire que vous, en tant qu'utilisateur, vous demandez un nom, mais que derrière, il faut résoudre ce nom par l'adresse IP correspondante. Et que cette résolution va utiliser les services du DNS. Donc, d'un côté, on a le nommage et l'adressage. Donc, ça veut dire que pour une IP, je vais associer le nom de la machine. D'accord? Ça, c'est ce que les utilisateurs vont utiliser. Et donc, je vais utiliser DNS pour obtenir l'adresse IP correspondante. D'accord? Parce que même au niveau client, il faut connaître l'adresse IP. Alors déjà, vous voyez qu'il y a un premier problème sur la conception de l'Internet. Parce que vous, en tant qu'utilisateur, est-ce qu'il est important de savoir où est l'objet ou plutôt le type de l'objet? Parce que si les objets sont dupliqués, ça veut dire que vous demandez l'adresse IP aussitôt dans votre navigateur, ça veut dire décider de la copie que vous demandez. Est-ce que le client est le plus à même de sélectionner une copie, un réplica de l'objet en se basant sur l'adresse IP? C'est pas forcément très pertinent, mais c'est comme ça que l'Internet a été conçu. On vous demande, vous, utilisateurs, non pas de demander un objet, mais de demander l'emplacement où est l'objet. Et à nouveau, le client n'est pas forcément le plus à même de faire ce choix-là. Peu importe. Donc, pourquoi est-ce qu'on a décorrélé? Pourquoi est-ce que typiquement on a ces deux valeurs? Parce qu'elles apportent un certain nombre de bienfaits. Et le bienfait, ce n'est pas uniquement le fait qu'un nom soit mnémotechnique. C'est que, on peut modifier l'adresse IP à un instant donné, d'accord? Et si on le modifie, le nom, lui, ne doit pas changer. Donc, ça veut dire que si dans votre application que vous avez codée, et au lieu de mettre localhost, vous mettez l'URL d'une machine, si l'IP de la machine change, votre programme, vous n'avez pas besoin de le recompiler, puisque vous avez mis le nom, et le nom, lui, n'a pas changé. Donc, vous voyez, le fait d'avoir le nom, ça permet aussi de rendre transparent la renumérotation des serveurs, qui aurait nécessité le fait que vous recompiliez votre programme avec la nouvelle IP et la mise à disposition et donc la mise à jour du logiciel. Vous voyez qu'ici, avoir le nom, c'est quand même assez pratique. Alors, pourquoi est-ce on doit renuméroter un serveur? Par exemple, si ma société change d'ISP. Alors, je passe de chez Free, chez Orange, ou peu importe. D'accord? Donc, ça peut arriver. Donc là, grâce au nom, ça rend transparent ces changements-là au niveau application.
Ben non, Boubou, ça voudrait dire que le réseau se chargerait d'envoyer ta requête vers le meilleur serveur. Alors que là, c'est toi qui choisis le serveur. Est-ce que tu es le mieux placé pour savoir si un serveur, en voyant son IP, est un bon serveur? Pas forcément, d'accord? Donc, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, un même nom peut cacher plusieurs IP. Donc, hein, si vous faites une résolution du nom à Google, vous allez voir qu'il y a toute une liste d'IP. Oui, effectivement, Google est répliqué à plusieurs endroits du réseau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que typiquement, l'idéal, ce serait de faire quoi? C'est de dire que pour un même nom, selon où vous êtes dans Internet, on peut éventuellement vous donner l'IP du serveur le plus adapté, du point de vue de votre emplacement. Ou par exemple, l'adresse IP du serveur le moins chargé. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est permis du fait que derrière un nom, il y a plusieurs IP, que vous êtes censé en sélectionner une, et que si vous avez sélectionné la bonne, comment vous faites pour la sélectionner? Boubou répond à cette question-là. Je suis pas sûr de moi savoir que cette IP est meilleure qu'une autre. Voilà. Mais en tout cas, on vous donne le choix. D'accord? Et ça permet, grosso modo, de répartir la charge, d'accord, parmi tous les serveurs, de façon à éviter que certains soient plus chargés que d'autres. D'accord? Donc ça, c'est plusieurs emplacements. On va adresser ça plus tard dans le cours. Et le fait que derrière une même IP, je peux avoir plusieurs services qui tournent de manière transparente. Quand je me connecte sur un serveur, selon le type de service, eh bien, le nom indique un des services qui tournent sur une même IP. Donc, sur un même nom, plusieurs IP, une même IP, plusieurs noms. Tout ça, c'est permis puisque les noms, j'ai nommage et adressage. D'accord? Donc, pour faire la résolution, connaissant le nom, obtenir l'adresse IP, eh bien, on utilise le DNS. Alors, ce qui est compliqué quand vous lisez dans la littérature des choses concernant le DNS, c'est que le DNS, c'est plein de choses à la fois. C'est plein de choses. Ça peut vouloir dire tout ce que j'ai listé ici. 1. Le DNS, ça spécifie le format des noms. Vous voyez, les étiquettes, les labels avec des points, qui se terminent par un nom de domaine, de type fr, com et net. Ça peut être aussi une méthode d'attribution des noms. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque je demande à nommer mon serveur, il faut que je m'adresse à un certain nombre d'organisations qui sont responsables de gérer les noms de domaine. Donc là aussi, la méthode d'attribution est définie par le DNS. Ensuite, c'est la base de données. C'est-à-dire que pour être capable de résoudre un nom en son adresse IP, ces informations-là sont stockées dans des bases de données. Et cette base de données, on va voir qu'elle est répartie à travers toute une collection de serveurs. Donc DNS, c'est aussi tous ces serveurs. Donc c'est la base de données, mais c'est aussi les serveurs qui maintiennent cette base de données. Donc vous voyez, c'est un truc, c'est une usine à gaz. Hein. Il y a tellement de choses ici. Et bien évidemment, un protocole qui permet donc à un client, à votre navigateur, d'envoyer une requête DNS à votre système d'exploitation pour résoudre l'adresse IP de Google. Donc vous voyez que ça fait référence à un tas de choses. Et tout ça a été conçu et tout ça est interdépendant. Donc vous comprenez, donc DNS, c'est tout un système, d'accord? Avec plein de choses. Donc déjà, c'est une base de données distribuée mondialement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un espace de nommage, donc c'est-à-dire que j'ai tous les noms possibles d'Internet que l'on divise en zones. Alors bon, les zones, peu importe, on va essayer de comprendre tout à l'heure pourquoi les zones. Pourquoi? Parce que au sein d'une zone, je peux avoir plusieurs domaines et que pour tous ces domaines appartenant à une même zone, j'ai un serveur d'autorité. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le fait que les serveurs qui maintiennent la base de données, où pour chaque nom, j'ai une adresse IP, on va les structurer de manière hiérarchique. Donc tout en haut, on a les serveurs racines, plus bas, on a les TLD, et ensuite, on a les serveurs d'autorité. Et en plus de cela, au niveau local, ailleurs que dans cette hiérarchie, on a également les serveurs DNS locaux qui sont des proxys. Alors, vous voyez qu'il y a plein de serveurs. Alors, essayons de comprendre pourquoi c'est organisé de cette façon-là. Donc, disons qu'à un instant donné, vous ayez besoin de résoudre une requête. Et on va faire l'hypothèse qu'il existe un seul serveur DNS pour le monde entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde va adresser sa requête vers ce seul serveur. Vous voyez qu'avoir un serveur unique, ça ne marche pas. Ça ne passe pas le facteur d'échelle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Plutôt que d'avoir un serveur, on va en avoir plusieurs. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Avoir plusieurs serveurs, on a deux façons de faire. La première, c'est de se dire, on va prendre ce serveur-là et le répliquer à l'identique partout. Ça peut marcher, n'est-ce pas? Mais le problème qui se pose, c'est quoi?
c'est que si du point de vue des requêtes, on n'a plus de problème, pourquoi? Parce qu'on décharge le serveur unique en répartissant la charge des requêtes sur l'ensemble des réplicas. Le problème, c'est maintenant, si jamais je modifie une entrée ou que je rajoute une entrée dans un des serveurs, ben, il faut répliquer ce changement sur tous les serveurs. Ben, plus j'en ai, plus les mises à jour vont être compliquées à mettre, à effectuer, n'est-ce pas? Il faut se connecter sur tous les serveurs et mettre à jour. Donc, vous voyez que synchroniser le contenu des réplicas est compliqué, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Au lieu de répliquer, qu'est-ce qu'on peut faire, jeunes gens? Est-ce que vous avez une solution? Ah oui, la solution, c'est de se dire, ben, plutôt que d'avoir que tous les serveurs aient le même contenu, on va diviser le contenu selon des domaines. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, tous les noms qui dépendent du .fr, tous les noms qui se terminent en .fr, vont être résolus par un ensemble de serveurs bien connus en charge des noms en .fr. Et on fait pareil pour tous les domaines d'Internet. Donc ici, je ne réplique pas, d'accord? Mais ce que je vais dire, c'est que chacun est responsable d'une partie des noms, d'accord? Et lorsque j'ai une requête à envoyer, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, il faut que je l'envoie au serveur correspondant. Bien sûr, avec cette architecture-là, j'ai un nouveau problème, c'est que comment on fait un client pour connaître, OK, donc c'est un point CN ici, comment faire pour deviner quel est le serveur qui est censé résoudre? Ben, pour faire cette résolution-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a introduit un serveur racine qui se situe en haut de l'architecture et qui, lui, connaît les adresses IP de tous ces serveurs-là. Donc, ça veut dire que le point d'entrée ici, c'est de passer par un serveur unique, qui est la racine, qui, elle, n'est pas capable de résoudre ma requête, mais qui va pouvoir me dire, oh, ton nom est en .cn, donc ça veut dire que le serveur que tu cherches, c'est celui-là. Et donc, ma requête va transiter vers ce serveur. Voilà, donc c'est une base de données répartie sur plusieurs serveurs. Et je les organise sous la forme d'un arbre, sachant que tout en haut, j'ai la racine. Et donc moi, en tant que client, il me suffit de connaître la racine. Une fois que je connais la racine, eh bien, je découvre quel est le point CN. Vous avez compris comment ça se passe à plusieurs niveaux? C'est OK pour tout le monde? Vous mettez un petit pouce, s'il vous plaît? Donc, c'est ça toute la difficulté du NNS. Alors, en plus de ça, vous comprenez, vous allez me dire, oui, mais monsieur, on retombe sur le même problème, c'est-à-dire que la racine, elle va être super sollicitée. Donc, pour éviter de solliciter la racine, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Exactement, pour les boubous, exactement. Même pour les points Paris, points pizza, etc., on crée un serveur supplémentaire. D'accord? Donc, chaque année, il y a des nouveaux domaines qui sont créés. Donc, il y a une grande appel à candidature. Donc, récemment, on a le point Paris, on a le point TF1, etc. Donc, on commence à rajouter des domaines et autant de serveurs à ce niveau-là. Donc, ça commence à être très complexe. Donc, en tout cas, la racine, elle, donc moi, je connais les racines, la racine, et lui connaît ce on appelle ça des TLD, là. Top Level Domain. OK? Bon, pourquoi? Comme la racine va être excessivement sollicitée, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on fait comme d'habitude. Donc, d'une part, ce qu'il faut voir, c'est que on rajoute sous les TLD, on va rajouter des serveurs d'autorité. Donc, ça veut dire que lui est censé connaître tous les serveurs selon le domaine que je demande. Donc là, le premier niveau, c'est le point CN. Et pour continuer, eh bien, je vais me baser sur le deuxième label pour savoir que parmi tous les candidats situés sous le point CN, j'ai un certain nombre d'autres domaines. D'accord? Chaque racine, alors c'est une racine, Ryan. Une racine, tous les domaines. On est d'accord? Ok, Ryan? Donc oui, donc c'est pour ça que le problème, c'est, oh là là, là, la racine va être le goulot d'étranglement. Donc pour éviter ça, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, côté client, on rajoute sur chaque institution, et c'est obligatoire, un proxy. Et le proxy, c'est quoi son but? C'est de protéger la racine. Pourquoi? Parce que vous voyez que si je reçois plusieurs fois
plusieurs requêtes émanant de mon site, de mon institution, concernant un TLD, est-ce que d'après vous, je suis systématiquement obligé d'envoyer toutes les requêtes vers la racine ou il me suffit d'en envoyer une? Oui, parce que ce qui va se passer, c'est que l'intérêt du serveur DNS local, c'est d'avoir du cache. Donc, ce qui veut dire que si à un instant donné, on m'a renvoyé l'adresse IP du .fr, les requêtes suivantes, je n'ai pas besoin de les envoyer. Donc, vous voyez comment je protège la racine? Parce que la seule information que connaisse la racine, c'est l'adresse IP des TLD. Donc, ça veut dire qu'à un instant donné, il faut que j'interroge le TLD. Plutôt que de passer par la racine, le cache me donne l'information concernant les TLD. On est d'accord? Donc, voilà ce que l'on a comme architecture. D'accord? Donc, hors proxy, on a quoi? On a une racine avec tous les TLD ici. Et ensuite, aux extrémités, je me retrouve avec les serveurs qu'on appelle d'autorité. Puisque c'est des serveurs qui sont maintenus par toutes les sociétés et qui sont censés lister l'ensemble des adresses qui appartiennent au domaine que je cherche à résoudre. D'accord? Vous voyez? Ah non, c'est de l'autre côté. Donc ça ici, c'est là où je retrouve les concordances adresse IP et non. Donc ça veut dire que ici, par exemple, si vous cherchez à résoudre Amazon.com, d'accord, vous allez déjà envoyer votre requête au DNS local. Donc à Jussieu, il y a un DNS local. Chez vous, si vous êtes chez Free, vous avez un DNS local. Vous pouvez aussi utiliser le proxy DNS de Google. C'est quoi l'adresse IP des proxys DNS Google, s'il vous plaît? Vous avez déjà utilisé? Exactement, François. Donc, et Boubou, vous pouvez tout à fait utiliser cela comme serveur, sachant que certains de vos ISP vont bloquer les requêtes DNS, sachant que le seul équipement à qui vous puissiez envoyer vos requêtes, c'est le serveur DNS local. D'accord? Si l'information n'est pas dans le cache, d'accord, normalement, le DNS local envoie la racine pour connaître le TLD du .com. Une fois que vous connaissez le TLD du .com, le DNS local va envoyer au .com, qui lui va vous renvoyer quoi? Le serveur d'autorité de Amazon. Et une fois que vous connaissez le serveur d'origine, le serveur d'autorité d'Amazon, c'est lui que vous allez interroger pour connaître l'adresse IP du site web de Amazon. Donc, vous voyez que dans le but de connaître l'adresse IP de www.amazon.com, vous devez connaître l'adresse IP. Il n'y a pas vraiment de différence, Boubou. Donc, pour connaître l'adresse IP de Amazon.com, vous devez connaître l'adresse IP de votre DNS local, qui doit connaître l'adresse IP de la racine, qui doit connaître l'adresse IP du TLD, qui doit connaître l'adresse IP du serveur d'autorité. Donc, vous voyez, vous devez découvrir plusieurs serveurs intermédiaires avant que votre requête atteigne le serveur d'autorité qui, lui, connaît l'adresse IP que vous recherchez. D'accord? Donc, voilà. Donc, au niveau racine, qu'est-ce qu'on a? Au niveau racine, et c'est peut-être la question qui m'a été posée, à vrai dire, on n'a pas qu'un seul serveur. On en a 13 au total. C'est des réplicas. Donc, ça veut dire qu'au niveau du proxy serveur DNS local de votre réseau, je suis censé maintenir la liste des 13 racines qui existent dans l'Internet. Et généralement, ce que je fais, c'est que je les demande par ordre séquentiel. D'accord? Si le premier ne répond pas et ça échoue, je passe au deuxième. D'accord? Mais en tout cas, comme on peut le voir, ben, la dizaine 10 sur 13 se situe aux États-Unis. Voilà. C'est comme ça. Et à nouveau, cette liste, c'est celle qui est connue des serveurs DNS locaux. Et c'est la seule information qu'ils aient besoin de maintenir en dur. Tout le reste, c'est du caching. Donc, première chose à faire, quand j'envoie ma requête au serveur DNS local, parce que moi, je n'ai pas le droit d'interroger la racine, heureusement, c'est de passer par lui. Ensuite, j'ai les serveurs TLD, donc qui sont responsables de domaines génériques ou des domaines de pays. D'accord? Donc là, j'en ai mis un certain nombre. Ils sont généralement
maintenus par des sociétés privées qui sont il y a des appels de marché et ils gèrent chacun des .com. Donc .com, c'est une société qui s'appelle Network Solutions et EDU aux US, c'est Educause qui est en charge de ce serveur. D'accord? Et ces TLD sont connus de la racine. Donc, quand j'interroge la racine, c'est pour connaître l'adresse IP du serveur suivant, qui est le serveur TLD. Et les TLD, eux, connaissent quoi? Les TLD connaissent les serveurs d'autorité. C'est-à-dire que en dessous du .com, j'ai Amazon.com, j'ai Google.com, etc. Et c'est au niveau de ces serveurs qui sont maintenus par les organisations, par les institutions qui mettent à disposition un serveur web, que pour pouvoir me connecter vers un serveur web, il faut que dans leur DNS, ils introduisent le nom du serveur web plus l'adresse IP. Donc, c'est eux qui maintiennent cette information puisque le serveur leur appartient. D'accord? Vous pouvez soit, si vous êtes une institution, installer votre propre serveur DNS ou vous pouvez contacter les services d'une société tierce qui va maintenir les entrées DNS pour les serveurs de votre société. D'accord? Donc, les DNS locaux n'appartiennent pas à la hiérarchie, d'accord? C'est pas un serveur qui, a priori, appartient à l'arborescence, mais c'est le point d'entrée du service. Toutes les requêtes doivent passer par un serveur DNS local. Les serveurs DNS locaux connaissent les racines. Et première chose que va faire un serveur DNS local, c'est contacter la racine. D'accord? L'intérêt du DNS local, c'est grâce à ces caches de garder un maximum d'informations concernant les requêtes les plus populaires, de façon à ce que si plusieurs requêtes s'adressent pour le même nom, le même TLD ou autre, eh bien, le DNS local peut gérer en local, d'accord, ces informations-là. Je découvre, grâce au DHCP, la plupart du temps, l'information concernant le DNS local. D'accord? Donc ici, lorsque j'envoie une requête, je l'envoie au DNS local, qui, à son tour, si le cache, il y a un miss, va à la racine. Donc ici, comment ça fonctionne? Donc, imaginez qu'ici, j'ai le client, d'accord? Ici, j'ai mon DNS local. Donc, première chose à faire, j'envoie ma requête au DNS local, qui à partir de là, va commencer à interroger les différents serveurs dans le but de découvrir l'adresse IP en passant par le serveur d'autorité. Donc, la route, le TLD, et ça se fait progressivement. J'interroge la racine, j'interroge le TLD, j'interroge le serveur d'autorité. Donc, à chaque niveau, je découvre un nouveau. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est un mode de fonctionnement qu'on appelle hybride, sachant qu'ici, on a, vous voyez que j'envoie la requête qui est prise en charge par le serveur. Donc, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une requête récursive. Et ensuite, on fait de manière itérative. D'accord? Donc, ici, sur le schéma, on a mixé les deux, sachant que on a les deux qui sont possibles. Donc là, j'ai du récursif. Et là, à chaque fois, j'ai de l'itératif. Pour passer au serveur suivant, je passe en étoile. Vous voyez, donc là, le récursif, c'est quelque chose qui se fait en étoile. Donc, je ne peux passer à la suite que si j'ai découvert l'IP suivante. D'accord? Tandis que lorsque je fais de l'itératif, ça veut dire que je fais un truc où, normalement, ce serait quelque chose comme ça. D'accord? Les requêtes sont passées de proche en proche, de façon à ce qu'elles rebouclent à la fin. Ben, nous, ce qu'on fait ici, c'est l'itératif. D'accord? Donc, vous avez un exercice dessus entre la différence entre lorsque je fais de l'itératif ou du récursif, sachant qu'ici, dans le transparent, je vous ai mis le mix des deux parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. D'accord? Alors, le caching est très important. Donc, la résolution de toutes les requêtes prennent du temps puisqu'il faut interroger plusieurs serveurs et que pour éviter cela, on met en cache. D'accord? Et donc, l'utilisation d'un cache, on en a partout et notamment au niveau du serveur DNS local. Alors, la durée de mise en cache est précisée dans les réponses au travers de l'utilisation d'un TTL. D'accord? Donc, ça veut dire que lorsque, par exemple, ici, on sait que DNS utilise UDP, et vous allez le voir dans Wireshark. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une requête échoue, il y a plusieurs choses à faire. Je peux soit utiliser le serveur DNS alternatif. Par exemple, vous vous rappelez, il y a 13 racines. Donc, si la première ne répond pas, je peux passer à la suivante. D'accord? Donc, j'ai un timer qui me dit que j'ai pas reçu de réponse dans DNS, qui me permet d'interroger un suivant.
D'accord? Et généralement, lorsque je passe au suivant, j'utilise un exponential backup parce que la plupart du temps, si une réponse n'a pas été reçue, c'est que le serveur est surchargé. D'accord? Et donc, finalement, il y a un identifiant qu'on va voir qui me permet d'obtenir une réponse, quel que soit le serveur qui répond, de façon à savoir que ma requête a été prise en charge sans me soucier de quel est le serveur. D'accord? Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que généralement, on fait du cache négatif. Alors, pour passer à la suite, j'ai une question à vous poser, d'accord? Donc, la question est la suivante. Donc, on a dit que j'ai la racine, rapidement, j'ai les TLD, d'accord? Et après, j'ai les serveurs d'autorité. Tout le monde a compris ça? Donc, ça veut dire que lorsque j'ai un serveur local, je passe par la racine dans le but de découvrir un de ces gars-là. D'accord? Donc, ma question est la suivante, jeunes gens. Sachant qu'ici, j'ai les .com, net et compagnie, la question, je vais vous la poser, je l'ai normalement dans les pôles. Comme ça, on va pouvoir… alors, je ne sais pas comment… Ouais, ici. Donc là, je vais vous envoyer une réponse et vous cliquez sur la bonne réponse. Donc, parmi tous ces TLD, quel est le TLD pour lequel je reçois, la racine reçoit le plus de requêtes? Vous voyez que là, la racine reçoit plusieurs requêtes provenant de plusieurs locaux. Pour l'ensemble de ces TLD, quelles sont les requêtes que je reçois le plus souvent d'après vous? Allez-y, votez, là, il n'y en a que 9, 11, 10, très bien. 16, 19, oh là, putain, ça s'emballe là. C'est un peu comme qui veut gagner des millions. Alors ouais, ben le point .com arrive en majorité là. Ah, j'ai une réponse avec autre, c'est bien. En tout cas, là, on est quasiment à 100%. Là, on est à 86% pour le point .com. Waouh! Incroyable. Bon, ben merci pour vos réponses. Ça continue. C'est le point .com qui gagne là. Bon, est-ce que donc vous avez fini de voter? Très bien. Donc je mets fin au vote. Est-ce que je peux mettre en place les résultats? Je suis même pas sûr si vous pouvez les voir. Si, partagez les résultats. Donc regardez, vous arrivez à voir les résultats là? Vous les voyez ou pas? Je sais même pas comment ça marche. Ouais. Bon, ben ça, vous savez quoi? C'est faux. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que tout simplement, vous comprenez que si ici je fais du caching, plus le domaine est populaire, plus l'information est dans le cache, non? Ah oui. Donc ça veut dire que d'après vous, parmi tous ceux qu'il y a dans la liste, c'est quoi le moins populaire? Ben, vous savez, c'est quoi le moins populaire? C'est les erreurs de frappe, genre point pomme ou point. Alors c'est quoi la lettre à côté du C? Vous voyez ce que je veux dire? Point Paul, d'accord? Tous ces noms-là qui n'existent pas, vom exactement. Donc tout ça, c'est les véritables requêtes que reçoit les racines, parce que la plupart des TLD sont déjà dans les caches. Vous êtes d'accord? Puisque généralement, je demande toujours l'IP d'un TLD, ça c'est déjà en cache. J'ai même pas besoin de soumettre la racine. Donc c'est pour ça que pour éviter ces problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle du cache négatif. D'accord? Donc ça veut dire qu'on va essayer de se rappeler des résultats qui n'ont pas fonctionné. D'accord? Ceux pour lesquels j'ai essayé 16 fois avant d'abandonner. Et je vais mettre ça dans une blacklist en me disant que, bon, attention, ces noms-là, ils ne seront jamais résolus parce qu'ils sont généralement considérés comme problématiques. Alors, vous comprenez la nécessité de faire du caching négatif? On est d'accord? C'est assez malin, je trouve, ce qu'ils ont fait, parce qu'on a observé exactement que ouais, exactement, et on peut éviter ça aussi. Alors, dernier transparent super important, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma base de données, j'ai des ressources. Alors, je sais pas, dans vos cours de BD, vous appelez ça les enregistrements, des enregistrements ou des records. Comment vous appelez ça en français? Des tuplets. Wow, des nuplets, alors c'est des tuples, des tuples. Ouais. Alors, les tuples que j'ai dans le DNS sont simples. J'ai le nom, le type, la classe, sachant que la classe, c'est IPv4 ou IPv6. Hein. Donc, nous, on fait du V4, mais il y a d'autres classes pour IPv6. On a le TTL. Pourquoi? Parce que la mise en cache dépend de ce que le serveur d'autorité a décidé. D'accord? Donc là, c'est la durée pendant laquelle je peux garder en cache l'information. Ça peut être plusieurs heures, ça peut être plusieurs jours, ça peut être des mois entiers. On est d'accord? Et la valeur, par exemple, l'adresse IP. Donc, ce que l'on sait, c'est que on a le type le plus classique, c'est le type A. Ça veut dire qu'ici, j'ai quoi? J'ai le nom et ici, j'ai l'adresse IP. Mais je n'ai pas que ça. Pourquoi? Parce qu'on a vu que lorsque j'interroge un serveur, notamment la racine, je ne demande pas l'adresse IP de Amazon, je demande l'adresse IP du TLD. Pour obtenir les informations du TLD, j'ai des enregistrements de type NS pour lesquels, pour le nom ici, j'ai quoi? J'ai le nom du domaine avec
le serveur DNS d'autorité ou le TLD, d'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai d'autres noms. Ensuite, j'ai le type CNAME qui est vachement important. Ce qu'il faut savoir, comme on l'a dit, c'est qu'une machine peut avoir plusieurs noms. Parmi tous ces noms qui sont considérés comme des alias, j'ai le nom officiel de la machine qui n'a rien à voir avec le fait que ce soit un serveur web. Donc, c'est pour ça que lorsque je demande www. quelque chose, fort est à parier que la première chose qu'on va m'envoyer comme résultat, c'est quoi? C'est le fait qu'il y a un nom canonique officiel qui n'est pas son alias. Donc, on va me renvoyer son vrai nom. Et à partir du vrai nom, je vais demander l'adresse IP du vrai nom. Et ensuite, j'ai le type MX. Pourquoi? Parce que, jeunes gens, lorsque vous faites du mail, vous utilisez également DNS. Quand vous mettez @upmc.fr, ben, il faut connaître quoi? Le serveur de réception. Qui vous donne le serveur de réception? Ben, c'est le DNS avec les types MX. Donc, quand vous envoyez un mail, ça envoie une requête DNS pour connaître quel est le serveur de réception à qui envoyer le serveur. On est d'accord? Donc voilà, donc ça c'est très important. Donc ici c'est format très rapidement. J'ai pas envie de vous garder trop longtemps parce que je sais que vous êtes tous fatigués, tout comme moi. Donc ici j'ai quoi? J'ai le fait que les requêtes DNS sont très simples. Le format est le même pour les réponses et les requêtes. Je commence par une valeur un peu comme dans les pings. Vous vous rappelez, il y a un identifiant, mais là, je fais pareil. Pour une requête, je reçois une réponse. Comme c'est non connecté, il faut que je puisse les mettre en corrélation ensemble, puisque j'utilise UDP. Donc, c'est grâce à l'identification que je fais ça. J'ai un certain nombre de drapeaux, notamment pour savoir si c'est une réponse ou une requête. Pour savoir si je fais une requête sous forme récursive ou itérative. Et ensuite, dans une même requête, je peux avoir plusieurs questions concernant plusieurs noms, si je le souhaite. Donc, je peux faire d'une pierre plusieurs coups. Et à la fois, dans la réponse, obtenir plusieurs réponses correspondantes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour chacune des réponses, on va me préciser quel est le serveur qui a répondu. Si c'est le serveur d'autorité, on va me donner les informations du serveur d'autorité. Si c'est en cache, il n'y aura pas d'informations concernant le serveur d'autorité. Alors, ce qui est important de voir, c'est que les questions, ce sont des enregistrements incomplets que je vais préciser. Je vais demander le nom, le type d'enregistrement et la classe, si c'est IPv4. Et en réponse, on va compléter cet enregistrement dans les réponses en précisant le TTL et la valeur correspondant pour cet enregistrement-là. Vous voyez que les deux sections ici sont codées différemment, ce qui est normal. Dans un cas, un enregistrement incomplet. Dans l'autre cas, un enregistrement complet. D'accord? Donc ça, vous le verrez, il y a du décodage un peu. D'accord? Donc, très rapidement, si vous deviez créer votre domaine, ben, tout ce qu'il faut faire, si c'est un .com, c'est l'enregistrer auprès de la société qui gère les .com. Donc là, c'est Network Solutions. Donc, il va falloir s'assurer que c'est un mot qui est unique. Et pour ce mot-là, ce nom-là, vous allez préciser le nom de votre serveur DNS et les adresses IP du serveur d'autorité. Donc, si vous voulez installer votre propre serveur DNS, il va falloir donc déclarer auprès du .com, non pas l'adresse IP de votre site web, non, mais les adresses IP des serveurs DNS d'autorité que vous devez créer en local dans votre société. D'accord? Et généralement, vous en donnez toujours deux, puisqu'il y a toujours un primaire et un secondaire, voire même plusieurs secondaires. Donc, il va falloir faire une entrée par serveur DNS. D'accord? Ici, c'est le site web géré par un serveur DNS, donc c'est une entrée NS. Et pour ce serveur DNS, l'adresse IP correspondante. Et donc ça, c'est par serveur DNS d'autorité. D'accord? Donc voilà. Donc ce que je pense, c'est que de toute façon, je vous laisse lire la suite parce que ça, c'est des choses qui sont comment dire, redondantes. D'accord? Juste le fait qu'effectivement, lorsque dans votre navigateur, vous tapez une URL, cette URL automatiquement va créer une requête DNS. Donc, vous voyez que maintenant, DNS, TCP, et là, vous envoyez votre GET. Donc, vous voyez le temps que ça prend, c'est de la folie. Hein. Donc, vous voyez que l'interdépendance des protocoles entre eux, c'est vraiment un gros problème. D'accord? Donc, au fur et à mesure, donc, vous obtenez les adresses IP, sachant que, attention, si vos objets sont situés sur des URL différentes, il faut générer autant de requêtes DNS que de serveurs où j'héberge des objets. Donc, ça complexifie encore plus ce problème. Okay. Bon,
Je vous laisse lire la suite parce que c'est juste, c'était juste en discussion. Donc, à nouveau, en conclusion, on a vu quoi? On a vu HTTP, qui est un protocole non connecté, en mode ASCII. Ça, c'est important puisque c'est nouveau. Une même page peut avoir plusieurs objets. Donc, l'interaction de HTTP avec TCP et DNS est cruciale parce que vous voyez que ça va dépendre de comment la page est codée. Que Dieu merci, on a des caches pour améliorer les performances. DNS, c'est pareil. C'est un mécanisme d'allocation des noms et de résolution des noms. Donc, les noms sont déclarés dans une base de données répartie sur plusieurs serveurs. Les serveurs sont répartis sous forme arborescente et donc il faut découvrir les adresses IP des différents. Et grâce au format des URL, je sais quels sont les serveurs à interroger au fur et à mesure. Grâce aux différents labels, je commence par le .fr. Après, j'ai un autre nom qui va me donner le serveur d'autorité. D'accord? Et là encore, j'utilise du caching grâce à la valeur du TTL qui est très importante. Ici, vous voyez que là, la durée de mise en cache, elle est variable. Elle dépend de la taille des caches. Tandis que dans le DNS, la durée de mise en cache est donnée par le serveur d'autorité au travers du TTL. On nous dit typiquement que tu peux garder cette information et elle est valide pour une durée de 1 jour. D'accord? Il y a même des navigateurs qui sont tellement sales qu'ils ne vont pas regarder le TTL et qui vont garder l'adresse IP pour plusieurs mois. D'accord? De façon à ne pas être obligé de faire du DNS. Tout ça pour tricher. D'accord? Parce qu'effectivement, une IP de serveur web ne change pas si souvent. D'accord? Donc, en conclusion, et juste pour les synthèses, si vous voulez suivre la synthèse, vous restez, sinon c'est pas très important. Donc, pour faire une synthèse du cours, d'accord? On a vu que tout ce qu'on a vu dans le cours, c'est parce que lorsqu'on envoie un message, il faut remplir des informations. Quelles sont ces informations? Les adresses MAC, les adresses IP, les numéros de port. Et pour remplir ces informations-là, je ne peux le faire que grâce à des serveurs connexes et des protocoles adaptés. Par exemple, j'ai quoi? J'ai le serveur DHCP. J'ai le serveur DNS local qu'on a vu aujourd'hui et le serveur web et ma gateway. Donc là, j'ai quoi? J'ai le protocole DHCP pour découvrir mon IP, celle de la gateway, plus d'autres informations. Le serveur DNS, le serveur GARP pour connaître la MAC de la gateway. J'ai le DNS pour découvrir l'adresse IP de la destination. Et finalement, ce n'est qu'après avoir fait tout ça que je suis capable de me connecter vers le serveur web. Donc, grosso modo, si je regarde mes en-têtes, pourquoi est-ce qu'on a parlé DHCP? Parce que j'ai besoin de mon adresse IP. Pourquoi j'ai besoin d'ARP? Parce que j'ai besoin de la MAC de la gateway. Pourquoi j'ai besoin de DNS? Parce qu'il faut connaître l'IP de la destination. Dieu merci, le numéro de port, ça peut se résoudre localement. Côté client, c'est aléatoire. Côté serveur, je le sais de par l'application en local. Et finalement, enfin, je peux envoyer ma requête HTTP. D'accord? Donc tout ça, ça vous donne une image complète de ce qu'on a fait en cours. Tout ça parce qu'à nouveau, il y a plusieurs enveloppes et il faut remplir l'enveloppe. On est d'accord?